Bonjour, bienvenue dans le podcast Détective Privé, le podcast qui parle du métier de l'intérieur et sans clichés. Je suis Margot Duquesne, détective privé basée à Paris. J'ai ouvert en 2020 mon cabinet Millennium Investigation et dans cette saison 2, je vous emmène avec moi à la rencontre de professionnels de l'enquête. C'est d'ailleurs lors d'une enquête faite sur les dérives sectaires que j'ai rencontré Benoît Jude il y a maintenant 3 ans. Benoît Jude est détective privé. Il a fondé l'agence J&D basée à Angoulême. Benoît Jude est spécialisé dans les cas d'emprise mentale et de dérives sectaires. Il travaille notamment en collaboration avec une psychologue pour ses enquêtes. J'ai demandé à Benoît de me raconter son parcours et comment il en était arrivé à se spécialiser dans ce domaine. Avec lui, on aborde les définitions de la psychologie sociale, on parle des biais cognitifs, du débat sur les faux souvenirs induits, des dérives thérapeutiques, notamment avec la psychanalyse, mais surtout on parle avec lui de comment on enquête sur des dossiers qui mêlent secte et manipulation mentale. On revient notamment sur ses méthodes d'infiltration. Épisode 12, c'est parti. Donc voilà, je m'appelle Benoît Jude, le nom de mon agence c'est agence J&D sur Angoulême. J'exerce depuis maintenant environ 7 ans, depuis novembre 2015, dans le milieu des détectives privés, depuis environ 10 ans, en ajoutant le temps d'école, les recherches, etc. Et initialement, j'étais juriste fiscaliste. Donc j'ai un master 2 en droit et puis quelques diplômes complémentaires en droit. Et j'ai exercé pendant longtemps en tant que juriste fiscaliste en centre de gestion. Donc je faisais, pour faire simple, de l'optimisation fiscale et sociale, des montages sociétaires pour payer moins d'impôts, moins de charges, etc. Donc j'ai ce volet-là de juriste fiscaliste, donc spécialisé, on va dire, un petit peu en enquête financière. Mais ma grosse spécialité, ce sont donc les dossiers qui présentent des facteurs de manipulation. En premier lieu, donc les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires. Parce que j'ai la particularité en fait de travailler avec une psychologue en permanence, une psychologue cognitiviste et sociale. On reviendra sur cette spécialité et qui permet du coup de spécialiser mon action dans ces dossiers-là. D'accord. Bon, t'as répondu à 4 questions d'un coup, c'est parfait. Désolé. Non, pas de souci. Donc, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc, t'es juriste fiscaliste. À quel moment tu te dis que tu veux changer de métier et pourquoi tu te renseignes sur le côté détective? Qu'est-ce qui te plaît? Comment t'en arrives ici, en fait? Historiquement, juriste fiscaliste était une profession qui était plutôt gratifiante, on va dire, au niveau des responsabilités et du salaire, mais c'était, pour le dire trivialement, un peu chiant. Donc je suis revenu à mes premières affinités d'enfant, l'enquête, l'investigation, et en me renseignant, comme tous les détectives privés, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs écoles qui permettaient d'accéder à ce métier. Donc moi, personnellement, j'ai suivi le cursus de l'Assas, Melun, sur 2 ans. Et je me suis mis à mon compte immédiatement en sortie d'école, puisque donc je bénéficiais du titre. Mais déjà pendant l'école, j'envisageais de rester sur cette spécialité. Je reviendrai peut-être dessus pourquoi. Ou je peux te l'expliquer maintenant, d'ailleurs. C'est-à-dire que dès les bancs de la fac, parce que donc Assas, pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est l'université. Ouais. Il y avait aussi le choix de faire une école privée, donc toi t'as choisi plutôt l'université. Déjà juste pourquoi t'as choisi ça? Oh, c'était assez basique. Je travaillais en même temps et l'Assas permet de faire ça sur 2 ans, vendredi et samedi. Donc moi très pratiquement, on va dire, je pouvais y aller tous les vendredis et samedis et travailler le restant de la semaine, avoir un salaire. Donc voilà, c'était vraiment pour ça. Et puis une affinité aussi avec cette fac-là, puisque, encore une fois, je suis juriste, donc j'ai un master 2 en droit, et assez naturellement, j'ai été attiré par le côté très juridique de l'Assas. Et déjà à ce moment-là, tu réfléchissais à te spécialiser dans tout ce qui est manipulation mentale, etc. Ou comment c'est venu ? Oui, j'ai toujours été intéressé en fait par la matière de ma collaboratrice, donc qui est également ma compagne. Donc voilà, je partageais justement cette passion-là avec elle tous les jours. Donc, elle aujourd'hui, elle est installée, elle a son cabinet, mais j'ai suivi en fait ses années de fac. Moi personnellement, j'ai pas passé les diplômes, j'ai pas été aussi loin qu'elle, mais j'ai abordé certains courants de psychologie qui m'ont passionné, en particulier la psychosociale et la psychocognitive. Donc j'avais déjà en fait cette affinité avec la matière. Et durant la fac, durant l'école de détective privé, j'ai eu un tilt, on va dire, dans le train qui me menait à la fac. Et je me suis dit que on avait 3 cartes en fait à 2, c'est-à-dire que moi j'avais la carte juridique,
bientôt la carte enquête privée une fois que j'aurai validé ma formation, et la carte d'Amélie Psycho, qui me permettait de gérer du coup des dossiers très spécifiques dans ce milieu-là de l'enquête privée, et d'éviter les dossiers, pour le coup, que j'aime moins, qui sont liés au divorce, aux mœurs, adultère, etc., où là j'ai clairement moins d'affinité. Ce métier permet ça, on peut s'orienter vers les enquêtes pour lesquelles on a une affinité. Donc oui, avant même la fin de la formation, j'envisageais de me spécialiser dans ces matières-là, et à tel point que mon mémoire de recherche, puisqu'à la SAS on doit produire un mémoire de recherche, mon mémoire de recherche a été orienté immédiatement sur ce sujet-là. Le rôle du détective privé dans le cadre des dérives thérapeutiques et des dérives sectaires. Et alors moi j'ai eu de la chance, c'est vrai que je pense que je le réexpliquerai en intro, mais tu étais mon prof aussi dans mon école de détective. Tu étais le prof qui nous a fait un cours sur les sectes et les dérives sectaires. Est-ce que toi, à ton époque, il y avait déjà une matière qui abordait ces sujets-là? Au sein de la formation, clairement pas. Enfin, tout ce qui était lié aux dérives thérapeutiques et dérives sectaires, non, rien du tout, pas une ligne. Mais c'est de toute façon inexistant quasiment partout, on en reparlera, y compris à l'ENM, École nationale de la magistrature. Ils ont peut-être une petite information de quelques heures ou une journée au plus, mais c'est tout. Donc, y compris chez des professionnels qui sont directement confrontés à la problématique. On avait des cours de psycho, mais c'était plutôt introduction à la psycho, par un prof très intéressant qui s'appelle Bernard Tellier, qui est ex-négociateur GIGN, donc c'est une approche très pratique, on va dire, de la psycho, mais pas orientée du tout manipulation, plutôt communication, gestion du stress, etc. Voilà, mais sinon, rien au niveau sectaire. Du coup, toi, tu t'es formé comment? Donc, en fait, t'avais ta compagne qui faisait ses études de psycho à côté, donc peut-être tu lisais ses cours, mais est-ce que tu lisais des livres? Comment tu t'es formé à la psychologie qui, pour toi, est pas diplômée, mais c'est vraiment une de tes compétences? Ouais, tu fais bien de le préciser, voilà, parce que effectivement, moi-même, je suis pas psychologue. J'ai une grosse connaissance de la matière puisque je suis obligé, puisque je touche à des dossiers, j'ai les mains dans le cambouis, comme on dit, donc il faut quand même que je me protège un petit peu. Mais en soi, je ne suis pas psychologue. J'ai la chance donc de collaborer avec une psy qui m'apporte des connaissances régulières. Mais pour en revenir à la manière dont je suis rentré dans cette matière, alors c'est pas lié à un traumatisme particulier parce que j'ai pas subi moi-même de dérives sectaires ou mes proches. Bon, on croise des petits trucs un peu chelous dans les familles, mais ça c'est un peu tout le monde. Mais je l'ai pas pris de plein fouet, donc j'ai pas d'affect là-dedans. C'était vraiment par curiosité intellectuelle. Initialement, vraiment autour de la manipulation, et je dirais pour être plus précis, autour du traitement de la manipulation par la psychosociale. Donc oui, Amélie m'a donné une grosse base de documentation à étudier. En premier lieu, un livre qui est vraiment génial et que tout le monde devrait lire et relire et annoter, etc., que tu connais forcément, qui s'appelle, que tu connais parce que j'ai dû vous bassiner avec ça en cours, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, et qui a été rédigé par deux psychologues sociaux français qui sont Joule et Beauvois. L'un des deux malheureusement est mort puisqu'ils sont un peu anciens, mais qui fait vraiment c'est une bible des expérimentations sur les 50 dernières années en psychosocial, et qui montre à quel point l'esprit, enfin l'être humain, on va pas parler d'esprit parce qu'on va partir sur l'ésotérique, mais à quel point on peut être en fait manipulé au contact de certains stimuli. Peut-être pour comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la psychologie sociale et la psychologie cognitive? Parce que pour la plupart des gens, ça signifie pas grand-chose. Alors, je vais essayer d'être à peu près clair. On va commencer par la plus chiante à définir. La psychocognitive, en fait, la cognition, si je me trompe pas, c'est tous les mécanismes que va utiliser notre cerveau pour interagir avec son environnement. Donc la mémoire, la parole, toute forme d'apprentissage qui nous permet d'interagir entre nous, avec l'environnement, etc. Et cette psycho-là, du coup, est une psycho très technique, très empirique, qui va mesurer, on va dire, l'impact de notre cerveau sur l'environnement, sur nos prises de décision en particulier. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans notre matière, et en particulier ce que le grand public commence de plus en plus à connaître, qui s'appelle les biais cognitifs. Ce que la psychocognitive explique assez rapidement, c'est qu'au sein d'entre nous tous, on a deux modes de pensée, mais ça c'est propre à tout le monde. Un mode de pensée intuitif, où là on retrouve tous les biais cognitifs, j'expliquerai un peu plus tard peut-être en donnant des exemples, et un autre mode de pensée qui lui est analytique,
et qui est beaucoup plus coûteux pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va spontanément d'abord nous proposer un mode de pensée intuitif pour réagir rapidement à une situation de stress ou autre. Donc en général, ça fonctionne bien quand il faut agir vite. On traverse la route, il y a un danger, tac, faut vite réagir. On va pas analyser la situation. Si on analyse, on va se faire écraser. Et un mode de pensée analytique qui, lui, est plus coûteux pour le cerveau, plus long, et donc qui va être utilisé plutôt en deuxième lieu, voire pas du tout chez certaines personnes qui vont pas avoir le réflexe de partir sur une analyse. Mais est-ce que tout ça c'est scientifique ou est-ce que c'est des études? Parce que je sais que c'est très important pour toi la différence entre les choses qui ont été prouvées scientifiquement et les choses qui n'ont pas été prouvées scientifiquement. On le verra sur d'autres sujets, mais est-ce que, ces deux matières-là sont-elles scientifiquement prouvées? Oui. Alors tout ça, c'est expérimenté de long en large. La psychosociale aussi, hein, d'ailleurs, pour la définir en second lieu. Les deux vont ensemble, en fait. Les deux expliquent assez bien le comportement humain. Il y a sans doute peut-être d'autres champs de psycho qui l'expliquent, hein, mais ces deux-là ont le mérite d'être très scientifiques, expérimentés en labo, randomisés, double aveugle, donc selon la méthode scientifique. Donc c'est vérifiable et reproductible. La psychosociale, elle se définit différemment. C'est, on va dire, le repérage de tous les phénomènes d'influence interindividuelle et intergroupale. On va retrouver en fait dans le champ de la psychosociale, notamment dans le livre que je citais, vraiment des situations qui vont nous pousser à prendre des décisions. Pour être un peu plus clair, certains champs de la psycho, sans les citer, vont plutôt indiquer que nous, les êtres humains, on va agir en fonction de nos valeurs, des valeurs qu'on apprend quand on est petit, etc. Et pas en fonction de notre environnement ou des injonctions qu'on reçoit, etc., etc. Et la psychosociale a prouvé assez rapidement l'inverse, à travers notamment une expérience qui est très connue en psychosocial, qui est dans les premières grosses expériences de psychosocial, qui a été surprenante par son expérimentateur lui-même, qui s'appelle l'expérience de Milgram et qui a expérimenté la soumission à l'autorité. Je vais pas rentrer dedans, je laisserai les gens aller voir un petit peu cette expérience de Milgram, qui a été reproduite des centaines de fois avec des résultats similaires en fonction des variables, hein, et qui a prouvé en fait que les gens, là en l'occurrence en plus l'impact était assez important pour les gens puisque pour faire court en fait, les gens étaient expérimentés sur le coup, on leur dit pas nécessairement pourquoi ils viennent, hein. L'expérimentateur cache le but final. Donc là, Milgram en l'occurrence avait dit on va tester votre mémoire et on va tester la mémoire d'une personne qui reçoit des chocs électriques pour voir si le renforcement négatif, ce qu'on appelle renforcement négatif, la punition, si ça permet de mieux retenir. Mais en fait, l'objectif, c'était pas celui-ci. En fait, l'objectif, c'était de mesurer jusqu'à quel point les gens qui posaient les questions allaient électrifier la personne en face. En fait, il y avait un tirage au sort qui était bidon au départ. Tous les gens qui participaient étaient nécessairement des gens qui allaient poser les questions. Et la seule personne qui recevait les chocs électriques, c'était un acteur qui ne recevait en fait pas les chocs électriques. Selon la variante la plus connue de l'expérience, les gens qui administraient les chocs électriques ne voyaient pas la victime, la personne qui répondait aux questions. Et donc ces gens-là, du coup, commencent par... on voit la machine, hein, ils savent ils vont poser une série d'une quarantaine de questions, je crois, et que le voltage augmente au fur et à mesure de 15 à 450 volts. Et Milgram, du coup, lui, veut tester jusqu'à quel point les gens vont administrer des chocs électriques à la personne en face. C'est-à-dire, peu importe leur valeur, peu importe la manière dont on les a éduqués, en fait, il va y avoir un comportement qui va se retrouver assez naturellement. C'est ça. En fait, pour recruter les gens, entre guillemets, il avait mis une petite annonce dans un journal local. Et il s'est retrouvé avec un panel représentatif de tout un tas de personnes, sachant qu'ils n'étaient pas payés ou très peu. Donc, en fait, ils participaient. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils participaient à une expérience scientifique pour faire avancer la science. Ça leur suffisait. Ils étaient payés, voilà, quelques dizaines de centimes de dollars, je crois, à l'époque. Je ne sais plus, à vérifier, mais c'était assez dérisoire. Donc, les gens faisaient pas pour l'argent. Ils faisaient, on va dire, pour l'expérience. Ils testent même la machine, je crois, à 45 volts. Et déjà, on sent que ça leur fait un petit peu mal. Évidemment, cette machine n'administrait pas de vrai choc, en vrai, mis à part celui-ci, pour leur faire prendre conscience que eux, en tout cas pour que eux soient persuadés qu'ils administraient vraiment des chocs. Et donc, ils posent des questions, et à chaque fois que la personne se trompe, elle doit recevoir un choc électrique. Et au fur et à mesure, la personne en face, de l'autre côté du mur, crie, parce que ça lui fait mal, et demande même à sortir, précise même qu'elle est cardiaque, donc elle peut mourir.
Et Milgram pensait que la plupart des gens sortiraient assez rapidement dès que la personne en face allait crier et se plaindre, parce qu'ils n'avaient pas de fusil sur la tempe ou quoi que ce soit, donc ils pouvaient partir. Et la seule pression qu'ils avaient, c'était de faire correctement l'expérience avec les scientifiques. C'est ça, en fait, ils avaient même aucune pression. Il y a un protocole très spécifique dans ces expériences-là, en psychosocial en général. Le faux scientifique qui était présent dans la salle, en cas de résistance, pouvait sortir 4 phrases d'affilée, toujours les mêmes à tout le monde. À la 4e résistance, les gens pouvaient partir, mais il s'avère que la plupart des gens, 65%, je crois à peu près de mon souvenir, ont été à vérifier jusqu'à quel voltage ils ont été, mais je crois qu'ils ont été, dans mon souvenir, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à 450 volts, sachant qu'à partir de 350 volts, la personne en face qui reçoit le choc électrique ne parle plus. Donc on ne sait pas, la personne qui administre les chocs ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est dans son esprit peut-être potentiellement morte, puisqu'il dit qu'il est cardiaque quand même. Et donc il continue d'administrer les chocs, mais dans le plus complet silence. Donc on voit que les gens sont très très mal à l'aise et n'ont absolument pas envie de faire ça, parce qu'ils font mal à quelqu'un. En plus quelqu'un qu'ils ont croisé avant dans le couloir, avec qui ils ont parlé, avec qui ils ont sympathisé quelques secondes. Et c'est typiquement l'expérience où on voit que les gens, là, en l'occurrence, n'agissent pas en fonction de leurs valeurs, parce que personne n'a envie d'administrer des chocs électriques à quelqu'un, c'est pas très agréable, sauf justement les pourcentages que les psychologues de l'époque ont indiqué. Ils ont dit, vous allez peut-être tomber sur 2-3% de personnes, parce qu'il y a des tarés, et que voilà, les tarés peuvent aimer faire ça. Voilà, mais la plupart des gens vont s'arrêter très très tôt, dès que la personne en face va dire qu'elle a mal. Et au final, 65% étaient au bout. Donc ça, en tout cas, cette expérience-là, encore une fois, qui a été refaite des centaines de fois, indique bien que dans un certain contexte, évidemment, il faut un contexte, mais dans un certain contexte, on peut totalement zapper ses valeurs et agir en fonction des injonctions qui nous sont données, sachant que dans cette expérience-là, encore une fois, les injonctions ne sont pas données par un militaire avec une grosse théorie de fou, etc. Juste un mec en blouse, et qui dit, vous êtes engagé, donc il faut continuer, s'il vous plaît, continuez. On prendra toute la responsabilité des conséquences, etc., etc. Mais il n'y a pas plus d'injonction que ça. C'était une expérience qui avait aussi pour but, je crois, de tenter de comprendre comment autant de gens avaient participé à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement ça, puisque Milgram lui-même était juif. Donc il s'est forcément posé des questions peut-être plus intenses que le commun des mortels par sa culture juive, et donc lui-même ne savait pas quel résultat il allait avoir à travers cette expérience-là. Il a été assez surpris, assez décrié, parce que étant donné qu'il n'avait pas prévu un tel résultat, il n'avait pas non plus prévu l'accompagnement des gens derrière qui sont sortis de cette expérience en se disant qu'ils avaient tué quelqu'un pour rien. Donc ça a été un petit peu compliqué à gérer derrière au niveau de la communication autour de cette expérience. Oui, c'est une expérience qui a été quand même très critiquée, mais elle a été reproduite, je sais pas si, tu as dû le voir, mais il y a quelques années par des journalistes, où à la place de mettre l'autorité du scientifique qui donne l'ordre, c'était l'autorité d'une présentatrice lors d'une émission de télévision. Et en fait, on retrouvait la même chose, c'est-à-dire que les gens faisaient du mal à quelqu'un parce qu'ils avaient, la seule pression qu'ils avaient, c'était le public qui applaudissait et la présentatrice qui leur demandait de faire quelque chose, mais derrière on voit qu'ils sont quand même bouleversés. Ouais, c'est ça. Ouais, ce jeu il est assez ce faux jeu, ça s'appelle le jeu de la mort. Donc le titre il est un peu putaclic comme on dit, mais je me rappelle plus comment ils appelaient le jeu fictif dans le documentaire. Il faut savoir que cette expérience-là, donc c'est une vraie expérience qui a été encadrée par un des 2 auteurs du livre que je te citais tout à l'heure, donc Jean-Léon Beauvois. Donc ça a été plutôt bien cadré, avec un protocole similaire à celui de Milgram, avec une petite variable en plus, c'est-à-dire qu'il y avait un public, qu'il n'y a pas évidemment dans l'expérience initiale de Milgram, mais là comme on est sur un jeu télé, le public, dans mon souvenir, n'étant lui-même pas au courant qu'il est sur un faux jeu télé. Alors il faut savoir que durant en fait cette expérience-là, les gens ont conscience de ne pas participer à un jeu, où ils vont vraiment gagner de l'argent, puisqu'ils savent qu'ils sont sur un pilote. C'est-à-dire que le scénar qui leur est servi, c'est en recherche des candidats pour une vraie émission qu'on va bientôt vendre à une chaîne de télé. Mais voilà, faut qu'on fasse un pilote justement pour trouver ensuite un producteur qui va nous payer justement une saison complète, etc. Sachant que le gain final c'est 1 million d'euros quand on arrive au bout. Donc c'est une team de 2 personnes, une personne qui pose des questions
et l'autre personne qui rentre dans un espèce de cocon et qui reçoit les chocs électriques. Et s'ils vont au bout à deux, jusqu'au bout, alors pas des 450 volts, mais au bout de toutes les questions, sachant qu'elles sont de plus en plus dures, et forcément l'autre en face il prend des chocs électriques, ils gagnent 1 million d'euros à se partager. Mais les gens savent très bien, dans cette expérimentation-là, qu'ils gagneront rien, puisque c'est un jeu pilote. Donc c'est simplement Parce qu'ils voulaient pas que l'argent influence... Exactement. Voilà. Et on voulait pas dire, il y a que des mecs qui sont cupides et qui vont cramer quelqu'un juste pour se faire de la thune. Non, là, c'était clairement un panel de gens. Alors certes, c'est peut-être pas représentatif de toute la population, puisque ce sont des gens qui veulent faire un jeu, enfin en tout cas, participer à un jeu télé. Donc est-ce que c'est représentatif de tout le monde? Peut-être pas. Mais c'est représentatif, on va dire, d'une certaine culture populaire, quoi. Donc quand même d'une masse de gens. Et là, les résultats sont affolants, puisqu'en effet, ce qui représente l'autorité dans ce cadre-là n'est même pas une personne en blouse blanche, mais Tania Young, donc une ex-présentatrice de météo notamment, qui joue le rôle d'autorité, avec des phrases types à sortir si la personne manifeste des hésitations et l'idée de partir, et un petit peu d'influence du public qui va demander aux gens de continuer. Mais là, en l'occurrence, ce sont 80% des participants qui vont jusqu'à la fin, jusqu'à 450 volts, avec un petit peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'au-delà de 300 volts, leur collègue qui est dans le cocon, il s'exprime plus. Donc, c'est pas ce qui est devenu. Et donc, en fait, cette expérience de 1000 grammes, c'est un peu une expérience fondatrice, entre guillemets, de la psychologie sociale, ou c'est... Alors, il y a beaucoup d'expériences qui sont hyper intéressantes, mais 1000 grammes est la plus, la plus perturbante sur notre comportement, parce que quand on dit que 8 personnes sur 10 ont été jusqu'au bout, on peut très bien considérer qu'on aurait été dedans. On aurait pu faire partie des résistants, ceux qui, durant l'émission, on voit bien le processus à l'œuvre, sur leur visage, de quelle manière certaines personnes résistent plus que d'autres. 8 personnes sur 10, c'est pas tout le monde, mais quasi. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de personnes qui vont administrer des chocs électriques potentiellement létaux à quelqu'un plus que l'inverse. L'expérience a eu des difficultés à expliquer pourquoi certaines personnes résistent. Ce serait pas lié à un caractère, pas tellement, mais plutôt à une situation de vie. C'est-à-dire que si des gens ont connu des passages de résistance avant l'expérience, ils vont être enclins à résister plus facilement. Ils se sont un petit peu entraînés, entre guillemets. Mais la plupart des gens n'ont pas cette faculté de résistance, parce que c'est pas ce qu'on apprend, quoi. Depuis qu'on est petit, on apprend plutôt à nous conformer, ce qui est très bien dans un certain nombre de situations. Par contre, par exemple, c'est mieux de s'arrêter au feu rouge, au stop, etc. Donc dès qu'on est petit, on apprend à se laver les dents tous les jours, 2 fois par jour, pendant 3 minutes, blabla. Donc ça constitue une société, il faut des règles, il faut qu'on la respecte. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas en même temps une certaine capacité de résistance à des ordres illégitimes, parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours. C'est une question d'ailleurs qui a été très débattue en droit autour de ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes, avec un certain nombre d'articles du code pénal qui prévoient cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait d'un soldat qui ne répond pas à des ordres qu'il considère comme illégitimes, qui peuvent l'être, un génocide ou autre, ça peut arriver dans l'histoire de n'importe quel pays. On parle aussi de désobéissance civile, est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, alors c'est vrai que peut-être que je m'écarte un peu du sujet initial. Donc, pour revenir à ta question, c'est une expérience, après je reviendrai sur la désobéissance civile, effectivement. Tout ça se côtoie un petit peu. Donc l'expérience de 1000 grammes, en effet, est fondatrice en psychosocial, parce qu'elle est très visuelle, elle est très parlante, elle est très marquante. Il y en a beaucoup d'autres qui sont plus soft, mais qui sont aussi très marrantes pour voir à quel point on est influencé par des petites choses du quotidien. Je citerai juste vite fait une expérience qui m'avait marqué, moi, quand j'étais plus jeune, qui a été encadrée par une psychologue, je crois que c'était une dame qui s'appelait Harris. Et son expérience était toute simple. J'aime bien la citer parce qu'elle est facile à expérimenter dans notre quotidien. C'est une personne qui, à l'époque, faut se resituer dans le contexte, mais allait dans la rue puis demandait des sous aux gens, et avait un seuil de réussite qui était très faible, parce que les gens n'ont pas forcément envie de donner spontanément. Bon, il arrivait quand même à avoir une petite dizaine de pourcents de réussite, mais pas beaucoup plus. Et on demande à cette personne de placer une autre demande juste avant. C'est-à-dire de demander l'heure. Aujourd'hui, on pourrait imaginer autre chose, parce que maintenant tout le monde a l'heure, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc on pouvait s'imaginer, parce que c'était dans les années 50-60. Donc la demande était est-ce que vous avez l'heure? Donc en face, en général, les gens acceptent, parce que c'est pas coûteux. Et la demande cachée était immédiatement derrière placée, qui était celle de dire est-ce que vous avez
des sous à me donner, donc sur un montant précis. Et il s'avère que grâce à cette technique-là, qui est toute simple, la personne augmente de 5 ou 6 fois son pourcentage de chance d'obtenir de l'argent. Il faudrait regarder les résultats de l'expérience, mais je crois que ça passe de 10 à 50 ou 60% de réussite. Juste parce qu'avant, ils demandent l'heure. Tout ça s'explique en psycho. On commence à comprendre les fondements cognitifs. Je vais pas rentrer dedans parce que ça peut être long à expliquer, simplement en 2 mots si les gens veulent se renseigner. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'engagement, c'est-à-dire qu'on considère que quand le cerveau s'engage dans une action, là en l'occurrence rendre service à quelqu'un, donc le service dans cette expérience c'est de donner l'heure, le cerveau aime la consonance cognitive, l'inverse de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il aime une certaine consistance, une certaine continuité, et donc quand la personne demande derrière des sous, le cerveau va avoir des difficultés à passer dans un autre état, c'est-à-dire de lui refuser ce service-là. Donc on acceptera plus facilement, même si finalement la demande est beaucoup plus coûteuse que la première. Alors là, c'est vrai que sur un exemple comme ça paraît anodin et pas très grave, mais quand on parle des sectes, justement, la théorie de l'engagement a tout son sens parce que plus on a, ou même du coaching un peu déviant, c'est-à-dire où on va manipuler un peu les gens à la fin, on a tellement investi d'argent, de temps et tout ça, ou des fois sa vie, on a fait des sacrifices, on n'a plus d'amis, etc. Dans une relation, par exemple, on a tellement tout sacrifié qu'en fait, on a envie que ça marche et on s'acharne beaucoup plus que si on n'avait pas passé beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc, tu te doutes que dans le cadre sectaire, on rencontre très fréquemment la soumission à l'autorité, mais c'est pas forcément la plus grosse ficelle, on va dire, manipulatoire. Parce que je dirais là, en plus, c'est pas forcément une technique de manipulation, la soumission à l'autorité. Ça peut l'être, hein, mais c'est que c'est un phénomène qui se met en place nécessairement si les gens considèrent que les ordres qu'ils reçoivent sont légitimes et donnés par une personne qui représente une autorité légitime. Bon, un gourou, hein, typiquement. Mais on a plein de phénomènes sectaires qui sont pas liés à une figure d'autorité. Ça peut être des groupes beaucoup plus diffus comme QAnon où il n'y a pas forcément un représentant autoritaire. Les phénomènes manipulateurs qu'on rencontre, c'est plutôt cela, c'est-à-dire ceux qui sont liés en effet au phénomène de l'engagement que je viens de te citer. L'expérience que je viens de te citer, en fait, c'est une technique de manipulation parce que il a fallu donner des noms à ces phénomènes-là et les classer, on va dire, en technique de manipulation entre guillemets. Et cette technique-là, ça s'appelle le pied dans la porte. C'est-à-dire placer une demande peu coûteuse derrière la vraie demande. Une demande peu coûteuse, dont on se fout un peu du résultat, sauf que la personne l'accepte, mais comme c'est une demande peu coûteuse, la plupart des gens l'acceptent, et en place derrière une demande qui sera plus coûteuse pour la personne, hein, mais en langage dans ce processus-là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la théorie de l'engagement. Par effet cliquet, on va dire, ça bloque le cerveau, encore une fois, dans cette démarche-là, l'engagement. Le cerveau a du mal à revenir en arrière. Il refuse la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, c'est le phénomène qui est à la base de tout ça, mais je laisserai les gens approfondir ce sujet-là précis. Sauf si on y revient, si on a le temps. Donc, en effet, les phénomènes sectaires sont très liés à ça, c'est-à-dire à cette progressivité, faire rentrer les gens dans un processus d'engagement qui est pas très coûteux au départ. Donc, comme tu le disais, typiquement dans le coaching, au départ, c'est même gratos, quoi. Venez assister à notre conférence gratuite à tel moment, inscrivez-vous vite, il n'y a pas trop de place. Bon, on joue aussi sur l'effet de rareté, parce que les gens considèrent que si c'est rare, c'est qu'ils font partie d'un club fermé, donc il y a des petits secrets à apprendre. On joue sur cette rareté, les gens vont s'inscrire, c'est pas coûteux, voire gratuit au début. Puis après on leur dit, si vous voulez vous améliorer, il faut acheter tel module, qui est pas forcément encore très coûteux. Et puis petit à petit, ça devient plus coûteux. Et néanmoins, les gens ont besoin de cette consistance-là, dépensent au fur et à mesure, et sont pris dans ce qu'on appelle en psychosocial un phénomène de dépenses gâchées, ou de piège abscon. C'est-à-dire qu'on considère que on s'approche d'un but, en fait, en dépensant, plus on dépense, et que ça enferme le cerveau dans un piège qui veut que plus on dépense, moins on aura envie de revenir en arrière en se disant que notre première décision était mauvaise, parce que on dépense de plus en plus, quoi. Donc on sent le piège qui se referme un petit peu comme quand on joue à une machine à sous. On vide son seau de plus en plus de jetons et on va avoir du mal à se dire que on aurait peut-être dû jamais jouer, quoi, économiser de l'argent. On a l'impression de se rapprocher d'un jackpot ou de quelque chose qu'on doit atteindre. Donc c'est de plus en plus difficile quand on est engagé dans ce processus d'escalade d'engagement
de revenir en arrière, parce que cognitivement c'est coûteux. Faut se dire que dès le départ, en fait, on n'aurait pas dû le faire. Donc tu t'imagines dans des situations où même au-delà de l'argent, les gens se sont engagés à, je ne sais pas moi, changer de métier, quitter leur boulot, se mettre en rupture avec leur famille, s'il y a justement des discussions et puis des désaccords sur une certaine psychologie, une certaine philosophie, une certaine spiritualité. Plus ils vont s'engager dans des décisions qui sont lourdes, paradoxalement, moins ils arriveront à s'en défaire après. Parce que le cerveau les enferme dans ce piège-là, dans cette nécessité d'être toujours consistant par rapport à cette décision initiale. Donc toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est comprendre tous ces biais cognitifs, comprendre comment on arrive à manipuler d'autres personnes, etc. Concrètement, dans ton travail de détective, les gens qui se font manipuler, c'est pas eux qui viennent te voir. Donc comment ça se déroule et comment t'arrives à faire de tout ce savoir, avec aussi la psychologue avec qui tu travailles, comment t'arrives à les aider, qui vient vous voir et quels sont les types d'enquêtes sur lesquelles vous pouvez être amené à travailler? Effectivement, les victimes, ça arrivera peut-être un jour, mais n'ont jamais été mes requérants directs. Les requérants directs, la plupart du temps, en effet, c'est typiquement une famille qui s'inquiète sur un proche, qui s'est embarqué dans un truc X ou Y, quelle que soit la matière, mais qui constate un changement chez cette personne, c'est-à-dire un changement qui est pas forcément hyper brutal, qui est très radical, très important et qui a été progressif. Donc ils ont senti cette progressivité et le fait que leurs proches leur échappent, quoi. Donc parfois même je suis confronté à des familles qui sont carrément en rupture, hein, avec par exemple leur enfant d'une vingtaine d'années qui est parti dans un groupe X ou Y. Et ces gens-là, vas-y, excuse-moi. Non mais j'ai une question après, mais je voulais pas te couper. Mais comment t'arrives justement à faire la part des choses et à savoir si c'est légitime leur demande, parce que peut-être que les parents et les enfants ils sont en guerre pour une raison légitime de la part de l'enfant. Enfin c'est ça qui est difficile, c'est que nous on sait pas ce qui s'est vraiment passé. Exactement, ouais, j'allais y venir. Alors, il s'avère qu'en effet, les gens, en plus, se retrouvent seuls face à ce phénomène, parce qu'en France, il y a une notion qui s'appelle le consentement, et quand les gens sont adultes, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Donc, sauf à laisser une ardoise, etc. Bon, voilà, mais en France, on fait ce qu'on veut, on peut même disparaître si on veut. C'est pas interdit de disparaître. On peut disparaître sans laisser de traces, du moment qu'on laisse pas derrière des obligations ou des dettes. Donc, les gens qui sont inquiets pour un proche qui part comme ça dans une croyance vont essayer d'abord d'alerter par exemple les services de police, et on va leur dire il fait ce qu'il veut, quoi, il est majeur, ok. Et ils vont du coup s'adresser ensuite à ce qu'ils peuvent. Donc ça peut être. En plus, il y a la liberté de culte en France qui est très importante. Donc les gens, ils se disent mais c'est une religion, ils ont le droit de croire à ce qu'ils veulent. C'est exactement ça, ouais. État laïque, bon, en plus, avec toute une base de liberté d'aller et venir, liberté d'expression, liberté de croyance, etc., etc. Donc, en effet, à chaque fois qu'une famille vient comme ça avec un questionnement sur pourquoi un proche a changé et pourquoi il nous contacte plus, il faut en effet remonter l'anamnèse de leur histoire familiale. Il y a souvent un fond, en effet, de mésentente au départ, qui peut être existant. Ce qu'on recherche, en fait, dans cette lutte-là contre les dérives sectaires, si on appelle ça des dérives, c'est justement parce qu'à un moment donné, ça dépasse un certain cadre, ça dépasse, on va dire, des seuils d'influence qui vont commencer à impacter sur la vie d'une personne qui est sous emprise. Bon, bref, on va faire l'anamnèse de leur histoire, on va voir pourquoi justement cette personne en effet s'est mise en rupture. Et si cette rupture est complètement en effet volontaire de la part de leurs proches, ou si on peut soupçonner derrière une mise sous emprise de la part d'un groupe ou d'un individu seul. Et vous avez une grille, donc là vous travaillez ensemble avec la psychologue, comment ça se passe? Et est-ce que vous avez une grille d'indices qui permettent de pointer que là en effet il y a vraiment un danger pour la personne? Ça va être du cas par cas, quoi. Donc notre grosse grille d'indices, on va dire déjà, c'est un gros recueil de renseignements. Donc là, c'est le boulot du détective privé, un gros recueil de renseignements sur la matière en cause, ou si c'est une dérive thérapeutique, la thérapie en cause, etc. Donc là, il faut savoir qu'en France, il y a une grosse base de lutte anti-secte, donc à travers la Miviludes, qui est l'organisme institutionnel, et surtout 2 gros pôles associatifs que sont le CCMM et l'UNADFI, et des associations satellites comme le GEMPI, qui est pour moi d'ailleurs l'association la plus active et la plus efficace dans le domaine.
Donc en fait, on n'est pas seul en tant que détective à essayer de démêler un petit peu cette matière-là qui peut être complexe. On va prendre de l'info sur l'histoire de la thérapie ou la matière en cause pour voir si on a déjà des cas de jurisprudence ou autres sur d'éventuels phénomènes de manipulation. Et ensuite, on va analyser la situation particulière du jeune, par exemple, qui est en rupture, pour voir comment ça s'est passé. Pour voir si c'est au hasard, je ne sais pas, moi par exemple, il perd son boulot, il s'inscrit à une formation de tel coach ou autre, puis il a commencé à payer tel truc, on va voir si s'il se met en difficulté financière pour justement pouvoir s'adonner à cette nouvelle pratique de coaching ou à sa spiritualité ou sa philosophie. Et puis on va vérifier si ça a un impact qui commence à être préjudiciable en fait sur sa vie. Donc soit par l'intermédiaire du témoignage de la famille, ou soit directement par une enquête sur cette personne-là, voire directement en testant nous-mêmes la matière, en s'infiltrant, pour voir à l'intérieur de la matière quelles sont les pratiques. Parce qu'il y a certaines matières qui ne se cachent absolument pas, quoi, qui font de la manipulation à outrance et qui s'en foutent parce qu'ils savent que derrière il n'y a pas de répondant au niveau des pouvoirs publics ou de la justice, très peu quoi. Donc toi, t'as déjà fait des infiltrations dans des milieux sectaires? Ouais, en fait, je fais très peu de terrain. Je fais beaucoup d'OSINT, donc il y a une matière que tu connais aussi par cœur. Donc l'OSINT, Open Source Intelligence, c'est super pratique pour prendre justement de l'info globale sur une personne ou sur un groupe. Donc on débroussaille déjà beaucoup à ce niveau-là. Je débroussaille beaucoup à ce niveau-là pour savoir où je mets les pieds. Et pour essayer déjà aussi de vérifier si je peux être sur un cas justement d'emprise et de manipulation. Et à un moment ou à un autre, je finis sur le terrain. Parce que dans un dossier spécifique, surtout quand par exemple... Je te cite des dossiers que je fais assez régulièrement où là la justice est très très demandeuse de renseignements. C'est au civil, donc là en plus au civil par définition il n'y a pas d'enquête de police. Hein. Pour des dossiers de garde d'enfants où les parents se séparent et l'un des deux est dans une croyance et pas l'autre. Il va y avoir une battle devant le JAF à un moment donné pour savoir comment on organise la garde et le parent qui n'est le JAF, ouais, juge aux affaires familiales, pardon. Et qui doit lui décider du mode de garde. Dans quel sens? Est-ce que c'est que chez la mère, que chez le père, ou partagé, etc. Donc lui, il veut des infos. Parce qu'il y a des règles dans le Code civil, notamment qui sont dressées par l'article 375 du Code civil, des règles, on va dire, républicaines, autour de la manière dont on doit éduquer les enfants. Et le juge, il veut des infos, mais est-ce qu'il peut trouver ça intrusif que toi, tu enquêtes dessus? Enfin, je sais pas, les juges, ils sont peut-être différents là-dessus. Si c'est bien porté par l'avocat de ton client, ce sera jamais intrusif, puisque alors notre métier par définition il est toujours intrusif, quoi. On est détective privé, en même temps on est là pour ça. L'intrusion n'est pas forcément péjoratif. Quand l'intrusion a un objectif noble, là en l'occurrence celui de vérifier des conditions de garde des conditions de garde d'enfant, je veux dire, pour qu'un enfant quand même soit éduqué dans des conditions sanitaires ou psychologiques clean, c'est pas une intrusion qui est négative. Donc si c'est bien mené par l'avocat, parce que bon, ça tu l'as déjà dit dans tes autres podcasts, hein, mais en tant que détective privé, on est agréé, etc. On a 3 numéros, donc on a quand même une certaine présomption de confiance et on rend des rapports qui sont recevables en justice. Donc si le rapport est bien fait et qu'on cadre uniquement sur les informations qu'on doit donner, qui sont strictement nécessaires dans le dossier, il est rare que le juge rejette. Le juge va rejeter un rapport uniquement s'il est bourré de fautes, s'il est mal fait, parce que là il va le méjuger, mais surtout s'il rapporte des choses qui ne servent à rien. Et là en l'occurrence dans un dossier de garde, on doit se focaliser sur l'intérêt de l'enfant. Donc s'infiltrer dans un groupe sectaire pour vérifier de quelle manière sont éduqués les enfants, typiquement s'il y en a, ou bien le discours autour de l'éducation des enfants. Je pense là par exemple à toute une problématique actuelle qui est l'anti-vaccination, au-delà du Covid, global, parce que aujourd'hui les enfants sont soumis à un calendrier de 11 vaccinations obligatoires. Le juge sera intéressé de savoir si en face il est face à une matière anti-vax, par exemple, pour juste citer un truc. Et ça, c'est vrai qu'à part les journalistes, il n'y a pas grand monde qui s'infiltre pour savoir vraiment ce qui se passe. Parce que comme c'est des communautés très fermées, peu en ressortent. Ceux qui en ressortent, ils en parlent jamais en général parce qu'ils ont honte, qu'ils sont traumatisés. Donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans les sectes. Oui, alors tout bonnement parce que les flics les services de police et de gendarmerie n'ont pas droit de s'infiltrer. L'infiltration en France est très encadrée. J'explique un peu dans
Dans mon bouquin, on reviendra un petit peu sur mon bouquin, qui est pas du tout un bouquin que j'ai la volonté de vendre. Il existe juste pour véhiculer une parole, mais je le transmets gratuitement, allègrement. Donc en fait, je fais ce rappel-là que l'infiltration en France est strictement encadrée dans 2 cadres spécifiques que sont la criminalité organisée et les stupes. Au-delà de ça, on est face à des libertés constitutionnelles qui sont blindées, notamment, on a parlé tout à l'heure, liberté de culte, liberté de religion, liberté d'expression. Ce serait considéré comme par la Cour européenne des droits de l'homme, comme une intrusion de l'État dans une sphère qui est réservée à l'individu, qui est sa liberté de croyance, etc. Mais les renseignements français, ils s'intéressent pas aux sectes ? Alors j'en connais quelques-uns, des collègues qui travaillent, enfin des collègues entre guillemets qui travaillent aux renseignements territoriaux, donc ont remplacé la RG. Ils prennent de l'information, mais ils s'infiltrent pas. Ça peut-être arriver, je connais pas tout, donc peut-être que dans certains cas très spécifiques ils vont s'infiltrer, mais là j'imagine qu'ils vont le faire plutôt pour des groupes qui vont toucher les intérêts de l'État. Typiquement des mouvements sociaux un petit peu chauds, qui ont envie de renverser un petit peu la République, etc. Mais la dérive sectaire basique, commune... Mais ça les intéresse pas, parce que pour eux, il n'y a pas vraiment de danger. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de danger national, il n'y a pas de danger étatique. Il va y avoir un danger individuel, mais là, du coup, ils vont dire, s'il y a un danger individuel, les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont au niveau de la justice. Et sur les enfants, par exemple, qu'est-ce que tu as déjà trouvé comme information qui ont permis de montrer qu'il y avait un danger pour un enfant, par exemple? Sans citer, bien sûr, les sectes ou les affaires. Alors, tu vois, je t'ai cité assez spontanément, sans vouloir faire de la polémique, chacun pense à ce qu'il veut de la vaccination, mais typiquement, en ce moment, ce qui pose problème aux juges, c'est ce mouvement anti-vax, puisqu'encore une fois, en France, il y a une règle, donc républicaine, qui est la vaccination des enfants pour 11 maladies. Donc après, c'est des cocktails, il n'y a pas forcément 11 vaccins différents, bon bref, on s'en fout, mais juste pour dire qu'à un moment donné, il y a des règles. Après, on n'est pas obligé de le faire si on n'inscrit pas son enfant en collectivité, mais si on veut que son enfant vive en collectivité, et notamment à l'école, il faut passer par là. Donc, il y a des mouvances qui sont contre ça, et si c'est le cas dans ton dossier, tu te doutes bien que le juge est intéressé de le savoir au moment où il devra prendre la décision de fixer la garde chez un parent ou l'autre. Et puis ensuite, il y a toutes les mouvances liées au New Age, au bien-être, au sanitaire en général, la notion de maladie, la notion de traitement. Je vais pas citer de nom, mais il y a un crudivoriste très connu qui est poursuivi par la justice, donc à la limite si je citais, ce serait pas très grave, mais qui disait par exemple pendant un temps qui fournissait les conseils suivants aux parents, qui étaient ceux de ne pas mettre, au cas où l'enfant porte un diagnostic de cancer, il conseillait aux parents de se barrer, de fuir à l'étranger, pour ne surtout pas mettre son enfant à l'hôpital, parce qu'il considère que la chimio est l'équivalent de la mort au rat. Donc voilà, il y a ces conseils-là, par exemple, dans certaines mouvances. Si je me trompe pas, il conseille aussi pour les bébés de donner du lait de coco plutôt que du lait maternel ou du lait... Voilà, typiquement. Il y a des cas de jurisprudence ou des... Coco. Ouais, du lait de coco, lait de soja, enfin qu'on appelle plus lait, justement, la législation oblige à changer de formulation. Ça s'appelle maintenant juste amande ou soja. Il n'y a plus la notion de lait avant, parce que justement ça prêtait à confusion. Et donc il y a des cas de jurisprudence où des enfants sont morts de malnutrition à cause de certaines matières qui a poussé les parents adeptes, donc sous influence, mais eux-mêmes vecteurs d'influence, puisque les adeptes sont toujours dans les deux positions, sont influencés, mais c'est aussi des vecteurs de prosélytisme. Donc ont été jusqu'au bout et ont fait adopter un régime ultra végétalien à leur gosse, et puis il est mort. Donc il y a quelques cas de jurisprudence comme ça. Donc toutes ces infos-là, c'est hyper important de l'apporter au juge sur un dossier civil. Encore une fois, en plus un dossier civil où de toute façon on n'a pas de service de police parce qu'on est au civil. C'est pas trop difficile de s'infiltrer parce que pour le coup il faut mentir sur la durée. L'infiltration, si c'est hyper difficile. Alors après, c'est un peu comme j'allais dire tous les domaines du métier. On n'est pas tous bons dans tous les domaines. Moi, par exemple, je suis pas très bon aux filatures parce que je suis pas un gros pilote. J'ai pas le permis moto déjà, ce qui est une gêne pour les filatures.
Je suis pas très bon non plus en surveillance, parce que rien qu'à mon débit de parole, on sent que je suis pas non plus quelqu'un hyper patient en statique. Je peux avoir une patience infinie quand je suis infiltré, parce qu'on est dans l'action. J'ai du mal à être patient dans une voiture, à attendre très longtemps. Donc on a chacun notre domaine de prédilection. Là où je suis très à l'aise, c'est l'infiltration. Donc moi, je trouve pas ça hyper compliqué, mais en prenant du recul, ça l'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir une grosse base d'informations avant de s'infiltrer. Il faut avoir un peu le physique qui va avec, c'est-à-dire passer un petit peu inaperçu. Pas être trop grand, pas être trop petit, pas être trop quelque chose, justement pour être remarqué le moins possible, en fait. Être un peu ressembler à rien. Oui, c'est ce que je dis quand je pars de chez moi le matin. Je me dis, je ressemble à rien, c'est parfait. C'est exactement ça. Ressembler à maximum à rien. Et surtout avoir une capacité de mentir, être à l'aise avec Parce qu'en fait, c'est ça, tout à l'heure, tous les biais que tu m'as racontés, c'est quand même, mine de rien, aussi des biais que tu utilises toi. Enfin, voilà, c'est pas, après, voilà, comme tu dis, c'est pour une noble raison. Mais, les biais, justement, que tu as décrits, c'est des choses qu'on peut utiliser dans le cadre de voisinage ou autre. Ouais, c'est ça. Oui, j'utilise beaucoup moi-même la manipulation, forcément. Ça te travaille pas, ça? Non, parce que alors les gens que j'ai manipulés, c'est plutôt des gens qui sont les représentants du groupe que j'ai infiltré ou autre. Donc je suis plutôt dans un sentiment de justice. Donc ça va, ça passe. Là où je suis plus en gêne, c'est que une fois que je suis infiltré, donc certes j'ai manipulé les gens qui gèrent le groupe et tout, mais eux, bon, bah, voilà, on va se dire que ils sont du côté des méchants entre guillemets pour faire très Star Wars. Là où je suis plus en gêne, c'est que quand je suis infiltré, je rencontre des gens qui sont dedans et qui eux sont de simples participants. Pas forcément des gros adeptes méchants, etc. Juste des gens qui sont là, qui participent de toute bonne foi, qui ont des idées sur la naturopathie ou autre, et avec qui, dans d'autres situations, je pourrais très bien sympathiser, avec qui j'échange des fois même de manière... je suis pas toujours dans le mensonge en fait quand je suis en infiltration, je suis assez moi-même, paradoxalement. Je vais mentir beaucoup pour m'infiltrer, ça c'est clair, je me construis toute une légende. Quand je me construis une légende, je raccroche toujours avec des sujets que je connais. Je peux pas dire que je suis mécano parce que j'y connais rien, tu vois. Mais une fois que je suis dedans, je suis assez moi-même. Donc je vais échanger avec des gens. Je reste toujours mesuré, évidemment. Faut pas s'enflammer en infiltration, toujours être prudent. Mais je vais, par exemple, rigoler de bonne foi ou etc. Et du coup, quand je ressors, des fois, j'ai une sorte... je suis en dissonance cognitive en fait. J'ai là mes valeurs en prennent un peu un coup. Je me dis effectivement je leur ai menti par exemple sur le fait que j'ai des enfants ou j'ai pas d'enfants, je suis marié, je suis pas marié, etc. Enfin j'ai construit tout un personnage. Eux ils ont sympathisé avec moi, ils me demandent mon numéro, qui est un numéro fictif que j'écrase après. Le mail pareil, j'ai pas mon vrai nom bien sûr. Du coup ça peut me mettre en gêne par rapport à ces gens-là, qui sont des gens qui peuvent être sur le coup très honnêtes, du quotidien quoi. Donc ça il faut l'assumer. Ça, il faut l'assumer en infiltration. Je dirais, émotionnellement, c'est le plus dur. Surtout quand ça dure. Et donc, une infiltration, techniquement, pour ça, faut pas que ça dure. Déjà, pour pas se mettre en gêne, parce que ça peut être vite casse-gueule, sur ça. J'allais dire, faut avoir une grosse mémoire aussi, quand même, pour, justement, tout le scénario que tu vas construire. Ouais, exactement. Alors, faut avoir une mémoire. Comme je te disais tout à l'heure, faut toujours construire un scénar par rapport à des choses qu'on connaît. Ne pas trop s'écarter de choses qu'on a faites dans la vie. Plus on vieillit, plus on a des expériences professionnelles, donc on peut vite mentir sur le fait qu'on fait tel ou tel taf ou qu'on a fait, qu'on est au chômage ou autre, parce que plus on avance en âge et plus on a vécu de situations, donc on peut se monter pas mal de légendes qui sont assez souples à gérer. En effet, faut pas oublier ce qu'on a dit les jours précédents, mais on est tellement concentré que ça arrive pas. Et dans le milieu de l'enquête privée, c'est pas comme les flics au niveau des stupes qui vont des fois faire des infiltrations sur plusieurs années, parce qu'ils vont faire tomber un réseau. Nous, détectives privés, moi en tout cas, c'est pas le cas. C'est le maximum que j'ai fait, c'est une semaine, je pense, ce qui est déjà énorme, parce que on est sans filet. C'est pas comme, pour le coup, encore une fois, les services de police, il y a tout un protocole derrière. Il peut y avoir des parachutes. Nous, c'est vraiment sans filet. On n'est pas exfiltré. Si c'est la merde, faut se gérer son plan un peu. Ça t'est déjà arrivé d'être en difficulté? En difficulté psychologique, oui, dans certaines matières, ça a pu me peser. La répétition de certains schémas de prière à répéter toute la journée, et puis on peut être mal à l'aise par rapport à ce qu'on côtoie. Surtout quand il y a des enfants, on peut être assez mal à l'aise, donc psychologiquement, des fois, c'est pesant. Pas en termes de risque de retournage de cerveau, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis tellement blindé sur tout ce qui est ficelle manipulatoire,
je suis dans la technique, quoi. Hein, je risque pas de me faire. Comme la différence aussi, donc de toi par rapport à aussi beaucoup de gens qui luttent contre les sectes, etc. C'est que toi t'as pas de vécu spécialement là-dedans, t'as pas eu de traumatisme, t'es pas concerné, il y a pas d'affect. Alors que voilà, quelqu'un qui aurait pu, souvent les gens dans les associations qui luttent contre les sectes, c'est parce que quelqu'un de leur famille a été touché ou que eux-mêmes l'ont vécu. Ouais, exactement. Le réseau associatif ne peut pas être bon en infiltration, c'est pas ce que l'on demande. En plus, de toute façon, légalement, ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse là-dessus, puisque tu l'as dit, je donne des cours, je sais pas si j'ai le droit de citer le nom de l'école, dans une des 4 écoles en France, notamment dont l'école, je peux le dire, ouais. Donc à Les Arpes, à Paris, notamment des cours de dérive sectaire, et donc j'ai beaucoup d'interrogations sur la fameuse caméra cachée, parce que c'est un petit peu comme la balise, c'est le genre de truc, c'est pas bien, c'est sale. Donc il y a tout et d'ailleurs ce débat existe aussi au sein des journalistes, puisque j'en parle aussi régulièrement avec eux. S'infiltrer déjà en soi, c'est au niveau de notre légitimité, il y a un débat, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, parce que c'est trop attentatoire à la vie privée. Après, quand on fait de la caméra cachée, nécessairement, on est dans l'infraction, puisqu'on filme, on enregistre des gens à leur insu, ce qui est interdit par le code pénal. Mais en même temps, il y a un autre champ juridique qui existe. Bon, déjà l'article 427 du code de procédure pénale, qui dit que ce qui prévaut, c'est la manifestation de la vérité en pénal. Donc en gros, tout est recevable en pénal. Bon, moi tout à l'heure, je te citais que j'étais au civil au niveau de la garde d'enfants. Mais j'ai toujours une assise pénale, puisque l'assise pénale de mon action en dérive sectaire, même quand je suis sur un procès civil, mon assise pénale, j'en ai toujours, c'est l'abus de faiblesse par suggestion psychologique. Ouais, alors on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Mais juste sur la preuve, oui, donc la preuve est libre au pénal, donc tu peux faire de la caméra, etc. Enfin des vidéos cachées, quoi. Mais ça n'empêchera pas les gens de se retourner contre toi et de faire une action en atteinte à la vie privée. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que tes preuves soient alors, ce que je produis in fine, comme tout détective privé, c'est mon rapport. La caméra cachée n'est là que pour se protéger d'éventuelles contestations qui peuvent être très très rapides dans le champ des dérives sectaires, parce que quand on s'infiltre, on vit des choses vraiment absolument parfois délirantes. Et racontables du coup dans un rapport d'enquête. Déjà, si je m'infiltre une semaine, ça me permet c'est mon pense-bête, en fait, la caméra cachée, puisque ça va vraiment des fois très très vite. Je retiens pas toujours des fois ce qui se passe. Des fois, dans une journée sectaire, ça va, ou une infiltration dans une dérive thérapeutique, ça peut aller très très vite. Donc des fois, t'enregistres, tu écris ce qui s'est passé, mais tu donnes pas forcément la vidéo comme preuve. Tu la gardes pour le juge si jamais il y a une contestation. Mais c'est un peu une atteinte à la vie privée quand on fait de l'infiltration, mais après, c'est ce que je voulais te demander, tout dépend de ce que tu mets dans ton rapport. Est-ce que tu cites le nom des gens? Est-ce que tu identifies les gens? J'identifie au minimum, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont aucune nécessité d'être cités, je les cite pas, je dis juste qu'il y avait d'autres adeptes, et voilà, ils sont pas identifiés dans le rapport. J'ai identifié plutôt la situation et de quelle manière je l'ai vécue, et est-ce que, en fonction du dossier, ça peut être problématique, par exemple, pour un gamin. Le film n'est jamais donné, mais même pas au client pour le coup, c'est complètement confidentiel. La seule personne qui peut le voir, j'allais dire entre guillemets en dehors du dossier, c'est un huissier s'il y a une contestation. Pour dire ce que je fais aussi en cas de diffamation. Parce que la partie adverse, puisqu'encore une fois nos rapports sont recevables, mais ils peuvent être écartés. C'est pas une preuve parfaite, c'est pas un constat d'huissier. Donc en face, ça peut contester. Si ça conteste, en fonction de ce que j'ai écrit, je vais devant un huissier et je fais constater à l'huissier que ce que j'ai écrit dans mon rapport correspond à ce qu'il visionne. Et donc il va constater mon support, sur quoi j'ai enregistré, et que ce que je dis correspond à ce qu'il y a dans le rapport. Ça, c'est ultra efficace. Mais ça m'est arrivé qu'une fois en diffamation, en fait. Ça m'est jamais arrivé en dérive sectaire. Donc, voilà, la caméra cachée, comme tu le disais, ça te protège pas d'un recours. C'est-à-dire que ton truc, il sera recevable, ça c'est clair, surtout si t'es au pénal. Si le rapport est super bien fait, le juge, de toute façon, il est content. C'est un peu courageux quand même du coup pour un détective de faire ça, parce que nous on prend le risque pour que la personne victime puisse avoir gain de cause,
Mais voilà, derrière, c'est notre carte professionnelle qui est en jeu, etc. Mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'actions comme ça? Est-ce que les gens qui sont impliqués au pénal se retournent enfin, c'est rare quand même. C'est ça m'est jamais arrivé. Hein. Je dis pas que ça m'arrivera pas, j'essuierai peut-être des plâtres. Justement, il y aura peut-être un débat un jour avec moi en cour de cassation, voire en cour européenne, parce que honnêtement, si ça m'est arrivé, je pense que j'écumerai jusqu'à la fin, jusqu'à la cour européenne pour dire... pour qu'on soit plus clair justement sur cette position-là de détective privé, jusqu'à quel point le fait qu'on certes commette une infraction en enregistrant, mais en ne diffusant pas, puisque tout reste en interne, et on suit une école, et on a 3 numéros, et on est contrôlé par le CNAPS. Bon voilà, on a quand même un gros protocole de ouf qui est censé rassurer la justice sur qui on est. Donc on devrait quand même avoir au moins cette prérogative de s'autoriser une petite caméra cachée quand on est dans un milieu délirant, pour quand même éviter d'être contesté. Bon, tout ça, c'est dans un but de justice. Bon, à ce jour, aujourd'hui, on peut effectivement avoir en retour un dépôt de plainte pour atteinte à la vie privée ou une action au civil, puisque la vie privée est protégée à la fois par le pénal et par le civil. Bon, en face, ce sont des juges. Éventuellement, ça peut même être le même procureur. Donc, est-ce que le procureur recevrait la plainte de la partie adverse qui se plaindrait de mon atteinte à la vie privée à cause de ma caméra cachée si mon dossier est super gratiné? Je pense pas que ça suivrait très loin. Bon, on peut... C'est un risque minimum, disons. C'est un risque minime. Il faut surtout le préparer. Il faut surtout se dire, voilà, il y a ce risque-là. Si je veux que la justice soit clémente avec moi, il faut que je prouve que tout ça, je l'ai fait, parce qu'il faut se rappeler que une infraction est constituée de 3 éléments, qui est un élément matériel, il faut que ça soit dans un code, quoi. Matériel, il faut qu'il y ait l'infraction, je veux dire qu'elle se soit produite. Un élément légal, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit clairement définie dans un code, donc en l'occurrence le code pénal. Et ensuite un élément moral. Donc c'est-à-dire que en général, on ne poursuit les gens pour une infraction que, sauf quelques infractions de négligence, que s'ils avaient l'intention de nuire. Donc faut se blinder là-dessus en ayant cette argumentation-là, si les juges nous le demandent, en disant j'ai pas commis cette infraction-là de filmer quelqu'un à son insu pour lui nuire, pour aller balancer ça, je sais pas, sur Facebook en place publique. Je l'ai fait pour un intérêt supérieur qui était le droit à la preuve. Ça, le droit à la preuve, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit à la preuve de mon requérant. Et éventuellement, en plus, en fonction du dossier, protéger un gamin, etc., quoi. Voilà. Une des bases légales, tu l'as dit tout à l'heure, sur laquelle tu te reposes beaucoup, c'est l'abus de faiblesse. On en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux me rappeler quelle est la base juridique pour prouver l'abus de faiblesse? Pour revenir un petit peu pourquoi il nous faut une base juridique, bon, tu l'as bien expliqué dans tes précédents podcasts, mais voilà. Les gens n'auront pas forcément écouté les autres épisodes, donc fais comme s'ils n'avaient pas écouté les autres épisodes. Alors, je conseille aux gens d'écouter tous les autres épisodes, surtout la première saison qui revient de manière très très claire sur qui on est, pourquoi on peut enquêter, comment, etc. Bon. Mais pour revenir un petit peu dessus, nous les détectives privés, on a le droit d'enquêter sur un dossier si on a une légitimité, un cadre légal. Le cadre légal, eh bien, il est très lié à notre dossier. C'est un petit peu une forme de qualification juridique en fait des faits. On est un petit peu des juristes un peu au début, vite fait quoi, mais on l'apprend à l'école justement, à savoir un petit peu donner ce cadre légal, même très bien. Donc moi, mon cadre légal dans le champ des dérives thérapeutiques et sectaires, tout le temps, il est toujours pénal. Puisque déjà c'est celui qui me permet une marge de manœuvre qui est un peu plus importante au niveau de mes modes de preuve, et c'est toujours au moins, il peut y avoir plusieurs bases, il n'y a pas forcément qu'une base légale, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est au moins l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, qui est donc l'article 223-15-2, si je me trompe pas, du code pénal, qui définit en gros ce qu'est la manipulation au niveau pénal. Manipulation que le code pénal appelle la suggestion psychologique. En tant que détective privé, c'est nécessairement une base qu'on retrouve dans tous nos dossiers en dérive sectaire ou dérive thérapeutique. Je ferai un petit peu la différence entre les deux. Donc moi, c'est ma base principale, mais encore une fois, il peut y en avoir d'autres. Par exemple, l'article que je citais tout à l'heure, l'article 375 du Code civil, qui définit un petit peu ce que sont les bonnes conditions, on va dire, d'éducation d'un enfant au sens républicain, entre guillemets. Oui, souvent il y a aussi par exemple l'escroquerie qui peut se rajouter ou d'autres choses. C'est ça, voilà. Tout le champ en fait des infractions de droit commun. Escroquerie, agression sexuelle, qui est plutôt d'ailleurs le champ d'action, puisqu'on a quand même quelques services de police qui sont spécialisés en France, de police et de gendarmerie, très peu, mais ils sont très bons pour le coup. Mais comme ils sont très peu, ils ne vont traiter que les gros dossiers avec des dizaines de victimes, des gros dossiers nationaux, puisque la plupart de ces cellules de police ou de gendarmerie ont une compétence nationale.
Les autres services, ils sont carrément pas spécialisés. Donc en fait, les enquêtes de police, elles sont rarement sur ce fondement-là, paradoxalement, du 223-15-2, parce que il est dur à définir pour les juristes. Ça parle de psycho et les juristes ils aiment pas ça, ça leur glisse un peu entre les doigts. Donc ils travaillent plutôt sur les infractions de droit commun qu'on connaît mieux, voilà, typiquement. Où il y a des preuves matérielles. Oui, exactement, ouais, escroquerie. Oui, parce que là, en fait, dans l'abus de faiblesse, il faut prouver que la victime est faible. Alors, soit elle a un handicap, soit elle est en dépression. Enfin, voilà. Comment, justement, quelles sont toutes les preuves que toi, tu essayes de recueillir? Parce que j'imagine ça doit se retrouver un peu dans tous les dossiers. J'ai une grande chance, c'est que ma collaboratrice, donc qui est psy, en plus, il s'avère qu'elle est experte hors liste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite sur une liste d'experts près la cour d'appel. Elle va être saisie par un juge à la demande. C'est-à-dire que si le juge considère qu'il n'a pas l'expert qu'il lui faut sur sa liste, il peut aller chercher un expert hors liste. Donc ça lui arrive de temps en temps de livrer son expertise sur le niveau de suggestion psychologique qu'on peut trouver sur un dossier. Ce qui est J'ai juste une petite parenthèse, c'est pas incompatible du fait que vous travaillez ensemble? Non, c'est pas du tout incompatible puisque déjà on fait pas partie des. Alors quand je dis ça, elle l'expertise pas sur mes dossiers à moi, c'est-à-dire qu'en général, voilà, elle travaille sur des dossiers sur lesquels j'ai pas du tout bossé. Sur le cas de figure où ce serait un dossier où j'ai bossé, j'avoue que je sais pas trop comment ce serait perçu par la justice derrière. Il y aurait pas un blocage immédiat, mais j'imagine que la juge ne la saisirait pas elle, tout simplement. Donc non, elle a travaillé sur d'autres dossiers relativement médiatiques, mais où je suis pas du tout intervenu. Mais du coup, moi, ça me permet, par son expérience, de mieux comprendre l'expertise de ce qu'est la suggestion psychologique, l'emprise, à quel moment on peut considérer qu'une personne est sous emprise ou pas, sachant que, comme je le disais, sa matière, c'est la psycho-cognitive et sociale. Donc, elle va pas utiliser d'autres champs de la psycho pour l'expliquer, puisque, comme on le définissait tout à l'heure, ces deux champs-là, quand on se renseigne bien sur ce qu'ils représentent, ces deux champs-là de la psycho sont très très larges et expliquent beaucoup de mécanismes d'influence et de manipulation. Donc moi, cet avantage-là, c'est que quand je suis, en évitant de tomber dans un biais de confirmation, qui est un des fameux biais cognitifs qui fait qu'on va prendre que les arguments qui nous arrangent, donc j'évite ça, mais quand je suis en infiltration, c'est hyper utile d'avoir ce recul-là, puisque j'arrive à me projeter déjà, on va dire, dans la scène judiciaire. Tu sais quelles preuves chercher, en fait, finalement. Ouais, exactement. Enfin, je sais en tout cas les reconnaître quand elles vont me passer sous le nez. Ça peut être quoi concrètement? Alors, qui va être, alors pas au niveau psycho, parce que tout ce qui est technique de manipulation que je t'ai cité, pied dans la porte ou la porte au nez ou pied dans la bouche, ou bref, il y a l'amorçage, il y a tout un tas de techniques de psycho qu'on peut vite retrouver, mais qui vont pas être forcément faciles à mener en justice. Là où on va définir le plus visuellement, on va dire le plus facilement l'emprise mentale, c'est cet état de progressivité dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais constater dans certains milieux que certains adeptes souhaiteraient faire le pas d'en sortir, mais sont pris dans un engrenage. Et chez certaines personnes, ça se ressent. On sent que ils sont sur un point de bascule où ils sont plus à fond dedans, où ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui sont plus cohérents, enfin qui sont fake quoi. Mais ils se raccrochent encore un peu plus, de manière un peu plus importante, sur ce qu'ils considèrent comme étant encore bon pour eux. Et moi je le définis mal parce que c'est pas mon boulot, mais les psychologues arrivent dans le discours d'une personne qui va expliquer, surtout quand elle a eu le déclic et qu'elle est revenue en arrière, ce mécanisme justement d'engrenage et de désengrenage derrière. Donc ça c'est peut-être pas concret comme exemple, mais moi clairement c'est ce qui va me permettre de situer le plus l'état des gens dans un groupe, quoi. Enfin en tout cas quand je m'infiltre dans un groupe, c'est pas toujours le cas, des fois je suis en individuel, mais quand je suis dans un groupe, ça on peut le percevoir chez les gens, et chez les gens en fait leur état d'emprise ça se voit en quelque part. Oui, parce que on a beaucoup parlé des sectes, mais c'est vrai que l'emprise mentale ça peut être d'une personne sur une autre, un mari sur sa femme, un parent sur son enfant. Tout à fait. Est-ce que toi tu travailles aussi sur ce type de dossier? Ça très peu. Quand c'est en interindividuel, c'est plutôt des cas d'emprise de thérapeutes sur ces patients entre guillemets. Où là, on a des mécanismes aussi qui sont du coup pas des mécanismes de groupe, parce qu'en général, les gens voient un thérapeute en individuel, ils peuvent être dans des groupes de parole, etc., mais c'est plutôt rare. Donc c'est plutôt des mécanismes entre deux personnes. Donc là, en l'occurrence, un thérapeute et un patient. Et là, c'est qui? C'est la famille qui vient te demander?
Et là, oui, parce qu'en fait, on va avoir les mêmes mécanismes des fois de délire, de rupture. En fait, pour définir la différence entre une dérive thérapeutique et une dérive sectaire, une dérive thérapeutique devient sectaire si elle fait rentrer la personne dans un nouveau paradigme, un nouveau champ de pensée où la personne va tout remettre en cause, genre la Terre, elle est pas sphérique, elle est plate, tout ce genre de trucs. Donc là, on rentre ensuite dans la dérive sectaire. Quand on n'a pas cette remise en cause comme ça de la science ou autre, on se situe plutôt sur une dérive thérapeutique, et la dérive thérapeutique, en fait, elle se situe dès le moment où elle va écarter la personne de la médecine conventionnelle, qui est la seule médecine d'ailleurs. C'est un abus de langage de parler de médecine douce, parce que c'est pas des médecines, c'est des croyances. Alors ça tombe très bien parce qu'il y a 2 sujets là que je voulais encore aborder avec toi. Est-ce que tu peux me décrire ce que sont les souvenirs induits et tout le débat qu'il y a autour, parce que justement c'est pas du tout quelque chose de... Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est un super sujet. Autant la psychocognitive et sociale est très peu connue, autant les faux souvenirs, lui, sont encore moins connus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une matière qui est absolument inconnue en France, qui ne l'est pas aux États-Unis, parce qu'il y a eu 20 ans de procédure autour de ça. Les faux souvenirs sont un mécanisme qui est très très bien décrit en psychocognitive et sociale, puisque expérimenté. On peut retrouver assez facilement des exemples d'expériences d'implantation de faux souvenirs, pas grave, hein, mais de faux souvenirs assez marrants dans la tête de personnes qui sont expérimentées, notamment à travers toute une série d'expériences qu'a mené une psychologue qui s'appelle Elisabeth Loftus. Sur YouTube, on les retrouve, hein, où elle a pu, par exemple, implanter des souvenirs chez des jeunes. Donc, encore une fois, on leur dit pas pourquoi ils viennent, hein, on va leur dire on travaille sur la mémoire ou autre. Et en fait, ils sont expérimentés sur leur faculté à générer des faux souvenirs. Et une des expériences consistait à implanter le faux souvenir selon lequel ces gens-là, en allant à Disney, ils ont croisé Bugs Bunny. Et donc, on leur montre des photos, ils sont avec Bugs Bunny et machin, etc. Et donc, à l'instant T, en direct, ils se reconstruisent, enfin, pas ils se reconstruisent, ils se construisent un souvenir d'être avec Bugs Bunny sur un vrai souvenir de j'ai été à Disney. Parce que souvent, les faux souvenirs, en fait, se greffent sur des bribes de vrais souvenirs. C'est rare que ce soit des faux souvenirs complètement inventés. Ça peut arriver dans le cadre de la théorie autour des ovnis, etc. Mais en général, ça se greffe sur un vrai souvenir. On va rajouter des détails qui n'existaient pas. Et là, en l'occurrence, dans cette expérience-là, les gens ressortent en étant persuadés d'avoir vu Bugs Bunny, etc. Alors que c'est impossible de voir Bugs Bunny à Disney, puisque c'est pas un personnage de Disney. Qu'il n'y a pas Bugs Bunny à Disney, c'est comme ça, quoi. C'est très perturbant parce que scientifiquement, déjà même par l'imagerie médicale, etc., on ne peut pas faire la différence entre un vrai et faux souvenir. C'est-à-dire que ces gens-là, en sortant de cette expérience, sont persuadés d'avoir eu une vraie réminiscence, un vrai souvenir, vraiment de se rappeler de Bugs Bunny, alors qu'ils l'ont inventé en live. Bon, là, c'est pas gênant, hein, c'est Bugs Bunny, machin et tout. L'expérimentateur va dire, non, mais en fait, on vous a implanté un faux souvenir. Il y en a eu plein sur tout un tas de sujets différents, hein. Des scènes d'accidents ou autres, où les gens vont rajouter des détails, des bagnoles, des gens qui étaient là, mais en fait qui étaient pas là. Enfin, c'est très fréquent. Les juges commencent à être attentifs à ça, parce qu'ils savent que dans les témoignages peuvent se greffer beaucoup de faux souvenirs en fonction des interactions de la personne avec son environnement. Donc quand on interroge quelqu'un, il faut faire gaffe. Donc, mais justement, j'en parle juste après que t'aies parlé des thérapeutes, parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver justement comme dérive dans les cabinets de thérapeutes. C'est-à-dire que les patients ressortent et ont un souvenir d'avoir par exemple été violés pendant leur enfance, etc. Un souvenir qui est remonté 20 ans après dans le cabinet. Et cette théorie, puisque je dis bien que c'est une théorie, puisqu'il y a certaines personnes qui disent que ça n'existe pas. Tu l'as pas encore dit, mais ouais, je le dis. Et du coup, moi j'avais déjà entendu parler d'enquêtes, justement, peut-être que toi tu en as fait, où les détectives privés sont allés chez des thérapeutes pour voir comment ça se passait, pour voir s'ils s'ils avaient ces phénomènes. Ouais, exactement. Ouais, j'allais y venir, mais donc voilà, les faux souvenirs. Donc là, les expériences dont je t'ai parlé là, c'est des faux souvenirs qui sont anodins. C'est pas très grave pour les gens. C'est perturbant déjà pour eux, puisque ils ont du mal à croire que c'est pas un vrai souvenir, mais ils sont obligés de l'admettre puisqu'on leur dit. Effectivement, il y a tout un champ de thérapies qui ont été dénoncées aux États-Unis comme des thérapies de la mémoire retrouvée. Il y a un excellent petit bouquin qui est facile à lire, qui a été écrit par une dame qui s'appelle Brigitte Axelrad, qui s'appelle Le ravage des faux souvenirs. On mettra tous les liens des expériences et livres que tu as dit dans la description du podcast.
Mais donc les faux souvenirs sont extrêmement problématiques parce que absolument pas connus par le grand public, encore moins par les juges. Et effectivement, on a un certain nombre de thérapies. Je vais pas en citer parce qu'il y en a plein en fait. Toutes les thérapies qui partent sur le principe que si on a une problématique aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a oublié un traumatisme. Donc ça, c'est ultra connu en France. Enfin, je suis obligé de citer la psychanalyse parce que c'est elle la tenancière de ce genre de truc quand même, quoi. C'est-à-dire que la psychanalyse part sur l'idée qu'un inconscient existe. Donc les gens, dans la population générale, sont persuadés que tout ce qu'a dit Freud, par exemple, c'est vrai. Le complexe d'Oedipe et tout ça, c'est vrai, que ça a été prouvé et tout. Ça n'a absolument pas été prouvé. Hein. C'est un mec qui a inventé des concepts. Ça reste à cet état-là aujourd'hui, hein, au niveau, on va dire, scientifique. C'est pas mon point de vue perso, c'est un point de vue scientifique. Mais après, comment ça se fait que, tout le monde pense que Freud a dit vrai, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les mêmes choses il a quand même convaincu plein de gens, Freud. Il a convaincu plein de gens, comme plein d'autres gourous foireux ont convaincu plein de gens. Pardon, c'est pas que je le qualifie de gourou foireux, mais c'est que je veux dire des gourous foireux, il y en a plein. Et il y en a plein dans le monde qui ont des milliers, voire des millions d'adeptes. Donc toi, tu penses que les théories de Freud, l'Oedipe, etc., c'est faux ? Oui, alors en tout cas scientifiquement, ça n'a pas fait la preuve de son existence, mais tout le champ de la psychanalyse, hein, je parle du complexe d'Oedipe parce que c'est assez connu, mais par exemple l'inconscient freudien, rien qui nous prouve que l'inconscient freudien existe. En psycho-cognitive et sociale, on va parler d'inconscient, mais plutôt de non-conscient. Par exemple, les biais cognitifs, typiquement ce que je disais tout à l'heure, le phénomène de prise de décision intuitive, on peut le combattre, on peut considérer que des fois notre cerveau nous piège dans des modes de réflexion intuitifs qui sont parfois trop rapides. Il faudrait qu'on aille plus dans l'analyse, donc prendre le temps. Donc on peut le conscientiser en fait, que des fois on tombe dans les pièges de notre cerveau. Il y a tout un tas de vidéos et d'exemples sur internet pour s'entraîner là-dessus. Donc c'est pas un vrai inconscient, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait le conscientiser, c'est juste sur le coup on le fait de manière un peu comme des réflexes, de manière automatique. Un petit peu comme on respire tout au long de la journée, on s'en rend pas compte. Mais par moment, on peut le conscientiser. Quand on le conscientise, on respire pas pareil. Bon, c'est un peu le même d'elle, quoi. Freud, lui, s'est amusé à inventer tout un univers autour des névroses, de l'inconscient, etc. Mais les lapsus, par exemple, c'est pareil. Ou par exemple, quand on veut envoyer un message à quelqu'un, on parle de quelque chose. Quand on veut envoyer un message où on critique quelqu'un et qu'on l'envoie à la personne, c'est quand même de l'inconscient tout ça, non ? Oui, mais ça peut être conscientisé. Enfin, on peut l'expliquer. En fait, la force de la psychanalyse, c'est d'être rentré dans le langage courant. Donc maintenant, on a la sensation que comme c'est rentré dans le langage courant, les lapsus révélateurs, etc., du coup, on a l'impression que c'est validé, c'est vrai, ça existe. Non, comme il y avait beaucoup de croyances dans l'ancien temps autour de plein de choses qui ont été complètement démontées depuis, la psychanalyse aux États-Unis, par exemple, n'est quasiment plus en usage, quoi. Parce qu'aux États-Unis, ils ont compris que c'était, en fait, un truc qui est déjà au niveau thérapeutique offre peu de résultats. C'est peu performant. La preuve, puisque la plupart des gens qui font, notamment dans le milieu parisien, qui suivent une psychanalyse, ils la suivent toute leur vie. C'est que ça marche pas très bien. Ou c'est un kiff de parler d'eux, quoi, hein, sur le divan, quoi. Donc on peut se faire plaisir autour de la psychanalyse en considérant ça comme une philosophie, si on veut, hein, pourquoi pas. Toi, c'est de l'ordre de la croyance. Exactement, voilà. Tout ce qui est... alors je cite que Freud, mais il y a Lacan, il y en a d'autres, hein, il y a Adler, etc. Je vais pas citer tous les tenanciers de la psychanalyse, ils s'entendaient pas tous en plus. Mais expérimentalement, ça n'a rien prouvé. Bon, alors pour en revenir aux faux souvenirs, le problème c'est que la psychanalyse dit que donc l'inconscient existe et que dans cet inconscient on a plein de trucs. Et notamment plein de souvenirs dont on se rappelle pas. Et la psychanalyse veut toujours soigner les gens, enfin en thérapie, en partant du principe que s'ils vont pas bien, c'est parce qu'un truc dans leur passé s'est produit, pardon, pas faire de répétition, et ce truc-là ils s'en rappellent pas, donc on va les aider à s'en rappeler. Il va y avoir différentes techniques, plutôt dans des matières qui sont plus problématiques que la psychanalyse, hein, qui vont être encore moins cadrées, comme l'hypnose ou ce genre de trucs, hein, parce qu'il faut savoir que l'hypnose, par exemple en France, ne présente aucun cadrage réglementaire. On peut devenir hypnothérapeute sans aucun diplôme, ça pose de problème à personne. Ces thérapies, du coup,
vont inciter les personnes en fonction des techniques qu'ils utilisent, au fur et à mesure de leur thérapie, vont les forcer à se rappeler d'un traumatisme, parce qu'elles partent de ce principe-là. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez peur des couloirs, si vous avez peur des araignées, on s'en fout, n'importe quel truc de la vie de tous les jours, c'est que vous avez sans doute vécu un traumatisme. Et puis pour Freud, tout tournait quand même autour des traumatismes un peu sexuels, etc. Bon. En tout cas, de l'enfance avec les parents, un grand rôle des parents dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre vie. Ouais, il suffit de voir le traitement de l'autisme par la psychanalyse pour se rendre compte que c'est au niveau scientifique une catastrophe. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là, je laisserai les gens se renseigner. Il y a un documentaire d'ailleurs qui remet en cause la psychanalyse. Ouais. Comment il s'appelle ? Si les gens veulent se renseigner. Le mur, sans doute, de Sophie Robert. Entre autres, elle en a sorti un autre, je me rappelle plus. Mais bon, il suffit de se renseigner un petit peu sur les documentaires de Sophie Robert, qui est une militante, donc elle va assez loin dans ses propos, mais ces documentaires sont quand même bien faits pour essayer de faire prendre un certain recul sur la psychanalyse, disons, pour que les gens prennent pas tout pour argent comptant. C'est pas parce qu'ils entendent parler de lapsus d'Oedipe que tout ça est posé scientifiquement. C'est pas le cas. Donc en termes de thérapie, ça peut. Parce que c'est quoi le problème du souvenir induit ? En fait, concrètement, une personne qui sort du cabinet de thérapeute et qui se dit en fait j'ai été violée quand j'étais jeune, c'est quand même hyper traumatisant. Ça l'est, et en plus malheureusement c'est super fréquent. C'est-à-dire que je traite beaucoup de dérives thérapeutiques et sectaires. Bon, dans les dérives sectaires, en effet, on peut avoir vraiment aussi des grosses problématiques, parce que les gens vont trop loin dans leurs croyances, vont tout remettre en cause, la médecine, la nourriture, Big Pharma, tout ce qu'on veut. Plein de trucs complotistes, mais ils peuvent en revenir. Bon, enfin, ils peuvent essayer d'en revenir. Ils peuvent essayer de se dire qu'ils sont peut-être un peu loin dans leur délire. Bon, il y a un espoir de faire revenir les gens. Le problème des dérives, des fois tout bêtement thérapeutiques, qui sont même pas vouées à faire rentrer les gens dans un nouveau mode de pensée, c'est que certaines dérives thérapeutiques, en effet, au fur et à mesure de leur thérapie, vont pousser les gens à se souvenir, puisque les gens ont la sensation qu'ils se souviennent. Il faut se rappeler qu'il y a un faux souvenir pour les gens. Dans le cerveau, un faux souvenir, ça se construit comme un vrai. Parce comme Bugs Bunny tout à l'heure. Exactement. On a la sensation que quand on se souvient, on ouvre un tiroir, bing, on prend le souvenir là. Donc là, on souffre terriblement. Oui, parce que alors voilà, quand on se souvient, on tire pas dans un tiroir, on force son cerveau à rassembler tout un tas d'éléments qu'il a encodés le jour où on s'est souvenu. L'odeur, les couleurs, etc. Et on peut le tester dans notre vie de tous les jours avec notre famille. À chaque fois qu'on fait un repas de famille, les souvenirs qui ressortent sont toujours un peu modifiés. Je crois qu'en psychosocial, il y a le phénomène du pêcheur, je crois qu'il s'appelle comme ça, où le pêcheur, au début le poisson, là on le verra pas en podcast, mais au début il est comme ça, et puis après il le raconte, il est comme ça, enfin il est de plus en plus gros en fait, au fur et à mesure du temps, quand il raconte son souvenir, c'est de plus en plus extraordinaire. À la fin, le mec, il a pêché une baleine. Jamais le souvenir n'est le même dans notre tête, quoi. Mais en fait, dès la première résurgence, dès qu'on envoie le premier ordre au cerveau de se rappeler d'un souvenir, il est déjà modifié, en fait, par la situation qu'on vit. On est fatigué, on n'est pas fatigué. On change les couleurs, on va changer tout un tas de détails. Bon, bref. Donc les souvenirs, ça marche comme ça. Le problème, c'est que les faux souvenirs, ça marche pareil, quoi. Sauf que ils sont encore plus pernicieux dans le sens où on fait confiance dans une thérapie, on fait même confiance, j'allais dire, dans un thérapeute, parce que si c'est une thérapie qui dure sur plusieurs mois ou plusieurs années, on est forcément dans un lien de confiance. On se lâche quand même, on raconte des trucs, et donc au fur et à mesure, en fonction des techniques qui sont utilisées, notamment l'hypnose, on va recréer par rapport à un souvenir. En plus, on nous dit, si vous allez pas bien, c'est parce que vous avez vécu un truc grave. Essayez de vous rappeler. Ensemble, on va essayer de se rappeler. C'est ce que la psychanalyse, appelle les souvenirs refoulés. On va essayer d'aller chercher vos souvenirs refoulés parce qu'ils sont planqués dans un coin. Faut les faire sortir pour pouvoir ensuite en parler, les traiter. Vous verrez, vous irez mieux. Ce qui est un peu du délire déjà, parce que si le cerveau avait vraiment ce mécanisme génial d'oublier des traumatismes, pourquoi aller le faire chier, aller rechercher les traumatismes et les faire ressortir pour se les retaper une deuxième fois. Enfin, si, dans l'idée, parce que si les gens ils sont en dépression depuis 20 ans et qu'ils comprennent pas pourquoi. Alors moi je suis pas, je sais pas si c'est un débat. Il me semble que c'est un débat ça, parce qu'il y a plein de gens qui se rappellent de trucs très traumatisants pendant leur enfance. Moi je suis pas, je vais pas te dire aujourd'hui dans ce podcast que en fait non, c'était que des souvenirs induits, qu'ils ont été manipulés par les thérapeutes, parce que ça peut être difficile à entendre.
Je me rappelle que quand tu nous en avais parlé en cours, ça avait quand même provoqué un certain débat, parce que aujourd'hui il y a plein de procès qui sont basés là-dessus, en fait, de gens qui ont accusé leurs proches. Tout à fait. Et là, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, l'escalade d'engagement. Imagine-toi quand tu as pris la décision, parce que la progressivité, c'est vraiment ce qui est mental pour les gens. Quand tu prends une décision, ton cerveau, il veut aller dans le même sens, toujours dans le même sens, toujours dans le même sens. Donc ta première décision, c'est que tu vas avoir un thérapeute, tu vas avoir celui-ci. Puis ce thérapeute, il fait ci, ça. Et au fil en aiguille, tu auras peut-être des faux souvenirs induits, parce que on t'aura forcé par la thérapie à te souvenir d'un souvenir précis, refoulé. Donc il faut bien que tu produises quelque chose, puisque sinon la thérapie elle marche pas. Donc il faudra bien que tu te souviennes de quelque chose. Et c'est là où les faux souvenirs peuvent se créer. Puisque tu es dans un état un peu modifié de conscience en hypnose, par exemple, il y a des images qui s'imposent, parce que tu as vu des films, parce que un faux souvenir se produit avec tout ce que le cerveau peut puiser en termes d'imagination, en fait. Hein. Donc il va construire des trucs. Tu vas sortir de ta thérapie en te souvenant, selon toi, donc de trucs qui étaient initialement refoulés. Donc tu accuses les membres de ta famille, parce que bien souvent ça tourne autour de thématiques sexuelles, et bon, bien souvent ça vise les pères, mais pas que. Ça vise les parents en général. Moi j'ai beaucoup de dossiers où c'est les deux. Hein. C'est pas déterminé père ou mère au début. Et donc t'es toujours dans cette escalade d'engagement. Tu vois, en plus tu t'engages à dénoncer ton père qui t'aurait soi-disant donc du coup violé. Donc pour les gens c'est pour ça que je disais que c'est même plus grave que des dérives sectaires communes, dans le sens où comment on peut revenir en arrière là. C'est hyper dur. Ça existe puisque encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, sur une vingtaine d'années aux États-Unis, eh bien il y a eu des procédures. Et qui, dans certains dossiers, ont prouvé que les souvenirs, soi-disant, du coup, refoulés qui ont rejailli, ne pouvaient pas être vrais. Parce que ça correspondait pas, je sais pas moi, au niveau des dates, au niveau des lieux, il y avait rien qui correspondait. Et du coup, certaines femmes, parce que ça concerne surtout les femmes, sont revenues en arrière et ont compris qu'elles avaient subi des faux souvenirs. Alors moi j'apporte de l'info, après les gens si ils me croient pas sur parole, bien heureusement, j'espère qu'ils me croient pas sur parole. L'idée là c'est vraiment d'ouvrir le débat à la question, c'est-à-dire remettre en cause, et après on se fait son propre avis sur son histoire. Mais il faut savoir que c'est un phénomène qui est en tout cas dénoncé par plein de gens. Exactement. De toute façon, faut jamais croire sur parole une seule personne. Il faut simplement bifurquer sur une information pivot et aller chercher ces informations soi-même, et surtout moi je dirais sur le fil scientifique. Enfin moi voilà, j'ai un fil rouge, c'est scientifique ou ça ne l'est pas. Je dis pas que la science explique tout et qu'elle explique l'alpha et l'oméga, au contraire la science n'explique pas un certain nombre de choses, mais c'est pas les croyances qui vont l'expliquer non plus, parce que les croyances on est dans l'imagination. Les faux souvenirs, on peut dire ça n'existe pas, mais dans ce cas-là, c'est remettre un champ scientifique en cause. Donc moi, je veux bien qu'on remette un champ scientifique en cause, hein, mais dans ce cas-là, on remet plein de trucs scientifiques en cause, quoi. Là, il s'avère qu'au jour des apports de la science, les faux souvenirs existent et on peut implanter des faux souvenirs dans la tête des gens. Je t'ai cité des expériences, on peut les retrouver facilement avec un protocole très très une méthodologie propre à la psychocognitive et sociale, donc méthode scientifique. Les souvenirs refoulés, non, il y a pas d'expérimentation autour de ça, on sait pas. Et est-ce que toi, en tant que détective, tu as déjà réussi à prouver qu'un thérapeute tentait de donner des faux souvenirs induits à ses patients? Moi, je l'ai subi très régulièrement. Alors, j'ai pas subi de faux souvenirs, hein, puisque du coup, quand on est au courant de ces phénomènes-là, on est vigilant. Infiltré comme un faux client mystère auprès d'un thérapeute. Ouais, plusieurs fois. Ça, je le fais assez fréquemment parce que finalement, en France, comme c'est quelque chose qui est très méconnu, de plus en plus, hein, maintenant, on peut voir sur les sites internet de pas mal de thérapies qui sont pas cadrées, qu'elles se méfient des faux souvenirs, mais dans leur protocole, au final, elles sont hyper casse-gueule quand même. Donc moi, oui, j'ai fait pas mal de trucs assez délirants, où clairement on m'incitait, ou clairement on de toute façon me diagnostiquait comme j'y vais avec une problématique XY au niveau psycho, pas un truc grave, hein, mais je vais dire par exemple je souffre de ma taille, ou j'ai pas confiance en moi, ou peu importe, j'ai telle ou telle phobie, je peux pas m'approcher des chiens, bon bref, n'importe quel truc qui peut passer comme étant assez un peu anodin, quoi. Je tends pas de piège non plus, j'y vais vraiment en mode client normal. Oui, tu fais pas le mec torturé. Voilà, le client standard.
Et il y a, j'ai pu constater que beaucoup de thérapies, assez systématiquement, ont tendance à t'interroger sur ton enfance. Est-ce que tu penses que peut-être que dans ton inconscient, il y a des trucs qui sont planqués par rapport. C'est normal puisque c'est la base de leur science, parce que pour eux c'est de la science. Pour eux tout est dans l'enfance. Et c'est ce que je te dis, c'est forcément, oui, en effet, nécessairement problématique quand on commence à prendre la thérapie par ce bout-là. Il faut savoir qu'il y a une thérapie qui existe, enfin des thérapies puisque c'est multiple, qui sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui n'utilisent pas du tout ce mode de pensée-là, qui partent pas du principe que si, par exemple, tu peux pas toucher les araignées, c'est parce que tu as eu un truc dans l'enfance. Il n'y a pas cette anamnèse-là, enfin on n'essaye pas de savoir, à la limite, même pourquoi la personne ne peut pas toucher les araignées. L'objectif, c'est vous devriez pouvoir vous approcher des araignées. Quand on ait peur, c'est normal, mais quand on a une phobie monstre de la sortir de la maison parce qu'il y a une araignée, là c'est moins normal. Donc en fait, les TCC sont là pour régler le problème, pour que la personne puisse vivre un peu plus logiquement, pour quelqu'un qui va être agoraphobe, pouvoir côtoyer un peu plus les gens, aller en concert, ce genre de trucs. Et les TCC ont des résultats hyper efficaces parce que, en fait, par des petits exercices, on apprend aux gens à maîtriser leur cerveau. Parce que bien souvent, les phobies, il y a beaucoup qui partent sur des phénomènes de pensée automatique, des biais cognitifs. On peut se corriger soi-même en faisant des exercices. Il y a parfois des choses qui sont plus graves que d'autres, mais les TCC corrigent bien ça, y compris au niveau de la dépression, hein, corriger les pensées négatives, dès qu'on se lève le matin, je suis nul, les pensées noires. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a un champ thérapeutique. Les TCC en fait sont issus de la psychocognitive et sociale qui est appliquée à la thérapie. Mais pour en revenir aux infiltrations, donc on te fait parler de ton enfance et ensuite. Et donc voilà, donc cette thérapie, elle part pas sur ce principe-là d'exercice, elles vont partir plutôt sur le principe de si ça va pas, c'est parce que c'est lié à un truc du passé quand vous étiez petit et que vous pouvez pas traiter parce que vous l'avez oublié. Donc on va essayer de se rappeler. Et ta question était laquelle, excuse-moi? C'était comment t'arrives à prouver, enfin en fait, est-ce que t'as déjà assisté à quelqu'un qui essaie de te mettre des faux souvenirs induits dans la tête? Oui, alors oui, puis parfois c'est hyper cash quoi. Alors déjà j'ai fait des sessions d'hypnose. Le problème c'est que l'hypnose, étant donné que je suis assez blindé, j'arrive pas. Enfin j'aimerais bien entrer dans cet état second que l'hypnose peut offrir a priori, mais j'y arrive pas parce que je suis tellement en mode justement enquête blindé que je mime l'état d'hypnose. Mais ce que je peux constater, c'est que certains thérapeutes me contraignaient à revenir dans des souvenirs. Je me rappelle par exemple une dame qui me demandait de revenir dans un souvenir de cours d'école pour voir si j'avais pas été brimé. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir quand vous jouiez à la marelle? Il y a pas quelqu'un qui vous a poussé? Enfin vraiment, c'est de la suggestion en fait. Oui, parce qu'en plus, des fois on te dit quand je vous dis la honte, à quoi vous pensez? Quel est le premier truc qui vous vient? Et puis là, on va tirer ton souvenir sur un mot. Désagréable comme la honte. Ouais, ça peut être, ça peut vite être pernicieux. On peut vite, par la suggestion, demander à quelqu'un. Donc quelqu'un, encore une fois, faut se mettre à la place de quelqu'un qui est en totale confiance avec la thérapie, avec le thérapeute, en totale confiance, par exemple, avec le moment d'hypnose ou de MDR ou je ne sais quoi. Donc il est à fond dedans, il se relâche total quoi. Hein. Et on va lui dire maintenant vous vous visualisez dans la chambre. Est-ce que votre papa de temps en temps il rentrait pas pour vous dire bonne nuit et tout. Ah oui, on t'a déjà dit des choses aussi cash comme ça. Ça peut être ce genre de truc là, ouais, ça peut être ce genre de truc là. Donc alors moi non parce que j'ai pas le profil pour le coup pour ce genre de truc là, mais d'expérience je sais que ça arrive. C'est plutôt le profil chez les femmes, pour le coup, à qui on va demander est-ce que vous vous rappelez si votre papa il venait vous dire bonne nuit en loose day. Bon, il y a plein de papas qui viennent dire bonne nuit à leurs gamins sans être des pédophiles, des incestueux en puissance, quoi. Mais c'est là où je te dis, tu vois, que les faux souvenirs, à partir d'un vrai souvenir, peuvent se construire. C'est-à-dire que n'importe quelle fille qui a eu un papa va se souvenir que son papa rentrait la nuit pour lui dire bonne nuit, parce que, je sais pas, il débauchait tard, et puis voilà. Et de fil en aiguille, si on commence à te dire c'était peut-être pas normal qu'il rentre la nuit, et peut-être qu'il se contentait pas juste de te faire un bisou pour te dire bonne nuit, etc. Tu vois, tu peux te recréer des sensations que tu n'as jamais vécues. Mais quand tu as vu des films où ça se passe, tu sais les sensations que ça peut faire. Alors tu n'auras pas exactement les mêmes sensations qu'une vraie victime, mais on se projette assez facilement. Oui, on en parle beaucoup en plus. On en parle beaucoup, voilà. On peut s'imaginer le mal-être, surtout que c'est assez précis, puisque je dis pas aujourd'hui, je veux pas qu'on me fasse dire que l'inceste n'existe pas. Il est évident que la pédophilie existe, l'inceste existe.
c'est une évidence. Et il y a plein de mecs qui reconnaissent être des pédophiles ou des pères incestueux, et il n'y a pas de débat, bien sûr que ça existe. Ce que je refuse, c'est de dire que les faux souvenirs n'existent pas. Ça, par contre, je trouve que c'est un schéma de pensée qui est extrême, pour le coup. Surtout qu'en plus, les personnes, faut les voir, elles sont vulnérables quand on va dans un cabinet de thérapeute. Et en général, si elles sont dépressives ou des trucs comme ça, elles sont déjà dans un truc un peu de victimisation. Donc elles ont envie qu'on leur explique c'est un peu le truc magique, quoi. On leur explique, genre, en fait, tout est dû à cause de ça. Et vous avez été victime, et il y a un bourreau, et en fait, du coup, on enferme les gens dans le bourreau, la victime. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison de le rappeler. Les victimes de manipulation en général, souvent on entend dire c'est des gens qui sont faibles et machin. Plus précisément, ils sont en situation de faiblesse à ce moment-là. Quand on est en situation de faiblesse, et on l'est tous autant qu'on est à un moment donné de notre vie, pour des trucs parfois anodins, ou moins anodin, par exemple, on perd un animal de compagnie, ça peut être une poule, pour certaines personnes on s'en tape, quoi. Mais il y en a d'autres qui vont mal le vivre. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça peut situer les gens parfois dans des situations de faiblesse assez marquées quand ils perdent un animal, avec des questionnements. Et si on fait la rencontre de la mauvaise personne au mauvais moment, on peut être embarqué dans des trucs comme ça. Donc là, oui, effectivement, pour tout ce qui est thérapie foireuse sur fond de faux souvenirs, par définition, tous les gens qui le subissent sont dans une situation de faiblesse à ce moment-là, qui n'est pas forcément ultra grave, mais en tout cas vont être dans l'interrogation de pourquoi ils sont dans le mal-être. Et en face, ils vont croiser un groupe de parole ou directement une thérapie qui leur dit oui, j'ai une thérapie en fait un peu magique, ça vient de là, ça vient nécessairement qu'il y a un truc au fond de toi qui a été refoulé, donc ensemble, on va faire le chemin pour le faire rejaillir. Et en plus, c'est la manière dont se produisent les faux souvenirs, même chez les gens qui sont expérimentés, à ce côté un peu magique, quoi. Ce côté un peu... putain, mais pourtant je m'en rappelle. Je me souviens d'une expérimentation qui est assez marquante là-dessus, où Loftus, je crois que c'est Loftus qui cadre, fait des montages photos avec... elle remplace la tête d'un gamin, en fait, un gamin qui est sur un éléphant. Et elle remplace juste la tête et elle met la tête des expérimentés. Donc les mecs se voient en photo, eux, sur un éléphant. C'est amené de manière à ce qu'ils pensent que c'est une photo de... Voilà, elle dit, on a récupéré des photos, il y en a peut-être plusieurs même dans l'expérimentation, on a récupéré des photos chez vos parents, je ne sais plus quelle est l'excuse de l'expérimentation. On a récupéré des photos, et notamment celle-ci, vous vous rappelez, quand vous étiez en voyage à Bali, ou je sais pas, vous êtes monté sur un éléphant et tout. Donc là, les gens, très innocemment, se disent « Ah, soit je me rappelle pas bien », et puis d'autres vont dire « Ah oui, je me rappelle, et machin », et ils vont rajouter même une foule de détails. Je me souviens, je m'accrochais au poil de l'éléphant, je me souviens de l'odeur, et blablabla. Et à la fin, l'expérimentateur leur dit « Non mais en fait, vous n'êtes jamais monté sur un éléphant, c'était un montage, c'était pas vous ». Avec vérification en amont, que ça s'était justement jamais produit dans leur vie, interrogation de leur famille et tout ça. Là, les gens sont très perturbés parce ils se sont sentis rajouter des éléments hyper précis comme les poils, l'odeur. Mais pourquoi ? Parce que tous autant qu'on est dans notre vie, on a senti l'odeur d'un fauve. On a été dans un zoo, on a été dans un cirque, quand le cirque avait des animaux sauvages. Donc ces données, on les a. On sait ce que c'est un éléphant. On voit bien qu'il a 3 poils sur le cou. Donc on s'imagine bien attraper ces 3 pauvres poils quand on est enfant, parce qu'on est monté par ailleurs sur un cheval, donc on fait l'adéquation, ce manque d'équilibre ou autre. Donc on peut se retrouver à rajouter des détails que l'expérimentateur ne demandait pas. Et donc bien souvent, les faux souvenirs, ils ont cette saveur-là d'être très précis, où on va se retrouver avec des détails hyper précis d'un moment, soi-disant qu'on a refoulé. Et du coup, ça donne cette sensation de flash, de se dire, putain, grâce à la thérapie, je me rappelle tout comme si j'y étais retourné, quoi. Et ça, pour le cerveau, c'est hyper perturbant, parce que, et d'une, il a la sensation de se rappeler, puisqu'on l'a forcé, c'est comme ça. Donc, il ne saura plus faire la différence, il ne saura plus, de toute façon, déterminer si c'était un vrai ou un faux souvenir. Et en plus, il y a ce côté un peu magique on a rajouté des détails alors qu'on ne nous l'a même pas demandé. C'est typique en plus, c'est typique d'un faux souvenir, mais pour les gens qui ne connaissent pas ce phénomène, c'est forcément grâce à la thérapie. C'est forcément la thérapie qui les a fait voyager dans le temps, je ne sais pas quoi, et qui leur a permis de raccrocher ce souvenir qui était logé dans un tiroir de l'inconscient. Scientifiquement, c'est du délire. Voilà.
Bon, on va devoir conclure malheureusement parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. Juste un petit mot de la fin. Déjà, je te remercie beaucoup pour l'entretien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui pourraient avoir écouté ce podcast, être un petit peu chamboulés, parce que je pense que c'est quand même, on a parlé de plein de sujets qui peuvent quand même un peu heurter les croyances des gens. Enfin, dire que la psychanalyse c'est une croyance, etc. Ça peut un peu chambouler. Qu'est-ce que tu voudrais dire? J'avoue que je commence à prendre ce recul-là, oui, sur le fait que je pense recul grâce justement au fait que j'enseigne à l'ESARP et que de temps en temps j'ai ce type de discours. En plus, je parle très vite et j'ai tendance à asséner. Et je me suis rendu compte que j'avais ce défaut de pédagogie sur ces questions-là, sur les faux souvenirs, etc. Pas sur les matières que j'enseigne. J'essaie d'être à peu près pédagogique, mais quand on fait un peu de off et que je dis ça, hein, que la psychanalyse n'a pas prouvé, on va dire, sa base scientifique, etc., que les faux souvenirs, ça existe et tout, je peux avoir conscience que c'est hyper perturbant. Et donc, ce que je dis assez rapidement, c'est, je vous ai donné de l'info, qui est une info scientifique. Il faut savoir qu'à côté, je fais partie d'une association qui s'appelle l'AFIS, Association française pour l'information scientifique. Ces sujets-là sont très débattus. La psycho sociale et cognitive bat en brèche, hein, la psychanalyse, c'est deux champs qui ne s'entendent pas par définition, l'une est scientifique et pas l'autre, donc ça commence mal. Elles sont pas réconciliables, c'est pas possible. On peut pas trouver de la psychanalyse qui fait de la TCC, ou alors c'est du fake. Il y en a qui vont faire ça, mais c'est forcément du fake, c'est pas possible. Je voudrais juste rajouter aussi que la psychanalyse est partout aujourd'hui, puisque, enfin, tu vois, il me semble qu'en thérapie, c'est de la psychanalyse, non? L'émission, la série qu'il y a eu sur Arte. Alors, j'ai pas suivi. Enfin voilà, il y a quand même des programmes. Je sais que là, il y a une nouvelle émission sur France Inter qui parle de psychanalyse et qui marche vachement bien, etc. Donc c'est vrai que pour nous, c'est acté que la psychanalyse, c'est un fait scientifique. Oui, alors c'est le problème hein, en France et en Argentine. Je crois qu'il y a guère plus qu'en France et en Argentine où la psychanalyse a encore pignon sur rue. C'est quand même très parisien. Hein, dès que tu sors de la sphère parisienne, la psychanalyse, les gens s'en tapent un peu, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu dans le schéma de pensée commun, hein, encore une fois, comme on disait les lapsus et tout. Je peux admettre en effet, là, comme tu disais, que entendre ces choses-là qu'on ne connaissait pas avant, ça peut être perturbant. Donc encore une fois, ne pas me croire sur parole, toujours avoir ce réflexe d'esprit critique, d'aller vérifier. Si on fait un minimum confiance en la science, là je dirais ça va être facile pour les gens de vérifier quelle est l'état scientifique de la psycho. Juste pour un petit rappel, en France, les gens qui peuvent faire de la psychologie, au sens propre du terme, donc c'est une profession protégée, un titre protégé, c'est uniquement les psychologues. Les psychiatres ne font pas de psychologie, ils font de la psychiatrie, ils peuvent faire de l'accompagnement s'ils veulent, mais ils ne sont pas psychologues. Les psychologues, du coup, font de la psychologie, ils sont formés pour ça. Les psychanalystes ne font pas de psychologie, c'est pas des psychologues. Ils peuvent avoir les deux casquettes, hein. Mais le mec qui a fait une formation de psychanalyse dans une fac de psychanalyse, il est que psychanalyste. Et la psychanalyse, ça n'est pas réglementé. Il est même pas obligé, j'allais dire, de faire une formation de psychanalyste. Il peut poser une plaque de psychanalyse du jour au lendemain s'il le souhaite, puisque c'est pas réglementé. Alors que pour poser une plaque de psychologue, il faut avoir un Master 2 en psychologie plus un stage de 500 heures. Psychanalyse, ça se auto-réglemente, en fait. C'est-à-dire que pour être psychanalyste, il faut avoir fait une propre psychanalyse pendant, je sais plus, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc c'est un mécanisme... Il y a des gens qui disent que c'est les malades qui soignent des malades. Eh ben, en fait, c'est un mécanisme, du coup, qui peut sembler un peu sectaire, en fait, en quelque part. C'est-à-dire que c'est les psychanalystes entre eux qui se forment, qui se livrent la bonne parole, qui ne lisent que des livres de psychanalystes. En gros, hein, puisque le reste a tendance à battre en brèche la psychanalyse, donc ils vont rester un petit peu dans leurs croyances internes. Ça, c'est un peu ce que je rencontre dans d'autres matières, comme l'anthroposophie avec Steiner, ou d'autres trucs comme ça, quoi, hein, où on ne lit qu'une seule base littérale, qu'une seule base de connaissances. On va pas commencer à parler de l'anthroposophie maintenant, parce qu'on n'a plus le temps. Non, mais voilà. Donc après, ça peut être perturbant d'entendre que la psychanalyse, c'est pas un truc super cadré, que c'est pas scientifique et tout ça, je peux l'admettre. Il y a plein d'émissions de vulgarisation sur YouTube, de très bonnes chaînes d'esprit critique, qui apportent de l'info avec des gens très calés, des chercheurs en psycho ou autres, des professeurs, donc qui permettent de prendre au moins du recul scientifique sur ce qu'est la psycho-scientifique et sur ce qui ne l'est pas. Et donc là, c'est aux gens, encore une fois, de se renseigner. Et sur les faux souvenirs, c'est pareil. Et là, en plus, je dirais, dans un but de santé publique, c'est quand même hyper important de se renseigner rien que pour faire gaffe à soi, à ce qu'on met dans sa tête et à quel type de thérapie on va s'adresser.
Parce qu'on peut partir d'un mal-être qui peut être réglé assez facilement par une TCC, avec des exercices, une dizaine de séances, et se retrouver happé par une thérapie complètement foireuse qui vous pousse à vous rappeler de trucs que vous n'avez jamais vécu et dont vous allez rester victime de la thérapie pendant, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Sans résultat autre que des souvenirs qui peuvent faire exploser votre famille. Donc, ouais, ça serait bien qu'en fait, même au niveau des pouvoirs publics, ça ressorte un peu plus souvent. C'est presque plus problématique que les dérives sectaires pures, pour moi. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Voilà, c'était le podcast Détective Privé. J'espère que cet entretien dense vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un lien de ce podcast autour de vous ou à le partager. N'hésitez pas non plus à mettre une note et des commentaires sur votre plateforme de podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre.